Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse vous connecter. Bienvenue à ce live grossesse arrêtée et deuil périnatal. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me faire des petits pouces en l'air si vous m'entendez bien. Je vous laisse vous connecter pour ce live qui semblait extrêmement attendu. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Sophie du podcast Au revoir podcast et donc du compte du même nom. Je vais inviter Sophie et après je vous explique un petit peu comment le live va se dérouler le temps que tout le monde se connecte. Mais j'invite tout de suite mon invité parce qu'on est plus sympa quand on est à deux. Bonsoir tout le monde. Trop cool, vous êtes super nombreux à vous connecter. Salut Sophie. Salut Charline. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis ultra touchée. Écoute, avec plaisir. Je disais que j'allais, avant de te donner la parole, expliquer un petit peu comment ce live allait se dérouler, mais je me suis dit que j'allais t'inviter parce que comme ça, on sait tout de suite Allez. qui est l'invité. Allons-y. Donc, avant de te donner la parole, que j'explique à toutes les personnes qui nous rejoignent, et vous êtes nombreux ce soir, donc c'est trop cool. Il y a eu beaucoup de questions. Je sais que ce live est très attendu et forcément, quand les attentes sont hautes, le risque de déception est haut aussi. Donc, je vais vous dire quelles sont mes intentions envers ce live. Et si vos attentes sont autres, eh bien, je suis désolée de ne pas y répondre ce soir. Mais voici quelles sont mes intentions et donc celles de Sophie également. Mon but ce soir, c'est vraiment d'ouvrir un espace de parole. Et en fait, avec le témoignage de Sophie, je prends vraiment toujours les témoignages comme des cadeaux que quelqu'un ose nous faire et qui nourrissent notre expérience, qu'on soit concerné par le sujet de près, de loin, de manière personnelle, de manière professionnelle. Et donc forcément, toutes les questions extrêmement techniques, extrêmement médicales vont être beaucoup moins abordées parce que j'ai vraiment envie qu'on se tourne plus vers l'humain parce qu'au final, de par mon expérience de sage-femme, parfois ce qui est plus retenu, c'est comment vous le vivez plutôt que parce que vous avez eu ça, vous allez ressentir ça. Donc, on va vraiment plutôt être sur l'humain et le ressenti et comment on peut traverser ces périodes-là, peu importe à quelle distance on y est confronté. Donc, voilà. Donc, pour tout ce qui est très, très technique, finalement, peut-être que je ferai un live avec un professionnel de santé, peut-être aussi des posts Instagram, tac, 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 voici ce que c'est ça, voici ce que c'est ça, ce sera plus judicieux. Là, le but d'un échange, c'est que ce soit un échange. Voilà. Alors, eh bien, Sophie, d'habitude, c'est toi qui interviews des personnes, donc j'espère être à la hauteur. T'en fais pas. Eh bien, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans. J'habite à Caen, en Normandie, et je suis... j'ai eu plusieurs casquettes professionnelles, mais en ce moment, voilà, je vais juste me présenter telle que je suis ce soir, c'est-à-dire la créatrice d'un podcast qui s'appelle Au revoir podcast, qui est consacré uniquement au deuil périnatal, dans une acception très large. Pour moi, il était hors de question de partir de quelque chose de trop réduit. Par exemple, tu tapes deuil périnatal sur Internet, tu tombes souvent sur la définition de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui va dire, deuil périnatal, c'est de 22 semaines d'aménorrhée à 7 jours de vie. Non, ça n'a pas de sens, en fait, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, c'est que... Je pense que l'important, c'est aussi d'avoir une porte d'entrée par les émotions et par le vécu des gens. Et si on fait une place aux émotions, on se rend compte que le deuil périnatal, ça n'a rien à voir avec le terme de la grossesse. Quand même médicalement, ce ne sera pas la même chose, que le vécu d'une femme à l'autre peut différer, que même en tant que femme, on peut avoir vécu différents types de deuil et pas les vivre tous de la même manière ou faire des classements à l'échelle de notre vie à nous, de notre parcours. Il ne s'agit pas du tout d'arriver en disant voilà, moi je parle de deuil périnatal, donc si vous avez eu une grossesse arrêtée au premier trimestre, ce n'est pas pour vous. Non, c'est pas du tout le cas. J'ai une vision extrêmement extensive et voilà. Et quoi dire d'autre? Voilà, j'ai été enceinte 2 fois dans ma vie. La première fois, ça s'est terminé à 24 semaines de grossesse par une interruption médicale de grossesse. C'était en décembre 2017. Tu vas nous raconter. Et la deuxième fois, ce sont mes filles, mes jumelles, qui elles, sont nées très grandes prématurées 14 mois plus tard. Donc voilà. D'accord. Et on va approfondir ça.
Je te remercie d'avoir parlé de ton podcast et de ton ambition d'élargir la définition du deuil périnatal. Comme ça, pour toutes les personnes qui se posaient la question, est-ce que je peux me sentir concernée par ce live si j'ai fait une fausse couche précoce? À partir du moment où vous vous posez la question, si vous pouvez vous sentir concerné par ce live, c'est que vous êtes concerné par ce live. C'est tout. Ouais, Point c'est barre. assez dur en fait de se dire qu'il y a des Ouais. personnes qui, parce qu'elles ne répondent pas à des bornes qui ont été édictées par une instance, ok, de toute Mhm. façon, il faut qu'il y ait des bornes d'un point de vue législatif pour encadrer certaines choses, ça, Exactement. on l'entend tout à fait. Mais par exemple, quelqu'un qui aurait perdu un bébé à 20 semaines, enfin, Mm. pourquoi lui dénier le terme de deuil périnatal? Et puis après, plus on remonte dans le temps, plus on se rend compte qu'il peut y avoir des émotions qui sont communes, des questionnements Mm. qui sont communs, un parcours dans la grossesse d'après, on en parlera un peu, Ouais, où en fait on se rend compte que mais il y a des interrogations, des angoisses, des questionnements qui reviennent quel que soit ce qu'on a vécu. tout à Donc fait. c'est pour ça qu'effectivement j'élargis énormément. Super. Donc, tu nous as parlé de cette première grossesse qui s'est terminée forcément plus tôt que prévu. Avant d'approfondir le sujet, est-ce que tu veux nous partager comment tu te sens d'aborder le sujet ce soir? Et comme ça aussi, on prend tes réponses pour le contexte dans lequel tu te sens ce soir. Non, je me sens plutôt bien. En fait, c'est vrai que Ok. le deuil périnatal, bah, c'est pas que je baigne dedans, mais mon podcast, il me demande beaucoup de temps. D'alimenter un compte Instagram, ça demande beaucoup de temps. Il y en a peut-être qui sont là parmi les spectatrices, mais j'ai pas mal échangé avec des copines aussi aujourd'hui. Et forcément, on a parlé notamment de ça. Et c'est vrai que du coup, parler de moi, en fait, personnellement, c'est pas toujours ce que je fais en premier parce que je donne la parole aux autres. Mais quand Bah je donne oui. la parole aux autres, je parle aussi un peu de moi, malgré tout. Donc, voilà, c'est assez. C'est peu régulier que je parle de moi et du coup, bon, bah, il y a aucun souci là-dessus. Ok. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il est possible un jour d'en parler assez simplement et comme ça en live devant plusieurs centaines de personnes. Donc, merci beaucoup, Sophie. Merci. Et donc, cette première grossesse, est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte elle est arrivée? Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Est-ce que vous avez essayé pendant super longtemps? Est-ce que ça a été super rapide? Est-ce que ça a été surprise? Enfin, voilà. Dans quel contexte t'étais quand cette grossesse a démarré? Alors en fait, cette grossesse, je l'ai attendue pendant, on va dire, pas mal de temps, c'est-à-dire, enfin, non, c'est très compliqué parce qu'après ils vont se dire oui, mais elle est tombée enceinte super rapidement. Sauf qu'en fait, c'était pas si simple que ça parce que euh, je dirais vers 27 ans, 28 ans, je me suis dit oh là là, j'aimerais vraiment bien être enceinte. Là, je Mhm. sens que c'est le moment. Et professionnellement, ça ne l'était pas du tout. Donc j'ai dû réfréner vraiment cette envie d'avoir un bébé en Mhm. fait. Euh, à cette époque-là, je faisais une thèse en histoire qui parlait des liens familiaux et notamment de la maternité. Donc en fait, voilà, d'un point de vue professionnel, j'ai toujours beaucoup baigné dans la maternité et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interrogée, beaucoup questionnée. Donc forcément, quand d'un point de vue théorique, tu travailles là-dessus, bah, tu te poses la question, toi, en fait, ce que tu veux. Et j'étais très détachée par rapport à ça, alors même que j'avais fait mon mémoire de master en histoire là-dessus. Enfin voilà. Sauf que du jour au lendemain, ah mais en fait, j'aimerais bien être enceinte. Enfin, j'aimerais bien. Là, c'est bon, Donc c'est ça le bon arrive, moment, ça peut quoi. arriver du jour au lendemain, cette envie. Ah mais complètement en fait. Enfin et du coup ça rentrait pas du tout dans mon planning, dans mon parcours de vie. Et je me suis dit non, il faut que je sois raisonnable. Il y a pas d'urgence. Je terminais un contrat à la fac en juin 2017. Je me mariais en juillet 2017. J'avais 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans 2 jours avant. Ok, Et en fait, bah, je suis tombée enceinte en juillet 2017. ok, Donc, en fait, pendant 3 ans, j'ai vraiment eu l'impression de réfréner cette envie. Et en fait, quand ça a été le bon moment, ben, je suis tombée enceinte comme ça et ça paraissait trop facile. C'est-à-dire ok. que je sais d'expérience que c'est dur d'être enceinte, que c'est compliqué. Il y a des couples en parcours PMA autour de moi, même du point de vue de ma famille. Pour te donner un ordre d'idée, avec mon petit frère, on a 11 ans de différence. Donc, Ouais, mes parents ont bien galéré aussi. Et je m'étais vraiment dit que ça allait être compliqué. Sauf que ok, ça ne l'était pas. ok. Et donc là, Donc, tu te dis quoi? Un test positif assez rapidement. Est-ce que grande ouais. joie parce que ça faisait longtemps justement que j'avais ce désir ou ça y est, en fait, c'est pour de vrai. J'avais, enfin, je pensais
galéré quelques mois au moins. Et tu t'es... Ben, c'était un peu tout ça à la fois. C'était presque mais c'est trop facile en fait. Enfin, je peux plus faire marche arrière, c'est comme ça. Et en même temps, j'étais comment dire, ultra consciente de ce qui peut se jouer au premier trimestre de grossesse. Mhm. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que Ok. finalement, j'ai pas été plus informée qu'une autre, mais je pense que c'était aussi le fait que je lisais beaucoup de choses sur la maternité qui a fait que je savais que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Sauf que bah, j'ai quand même bien vu que quand tu as un test positif, bah, enfin, c'est parti. Tu te dis pas, ah Bah bah ça y est, oui. j'ai un embryon. C'est, non, on va avoir un bébé. Enfin, Bah oui. tu peux pas mettre la distance. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas possible. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était une semaine, mais tellement mais bizarre, où j'ai eu un test de grossesse positif, j'ai eu mes 30 ans 2 jours après, et 3 4 jours après, je me Je me mariais. Enfin, je marie. me disais, waouh, c'était mais alignement des planètes, quoi. Hmm. Et je suis contente de l'avoir vécu quand même comme ça, ce début de grossesse, parce que vu comment il s'est terminé, voilà. Mais en même temps, à cette époque-là, je me souviens qu'entre deux insomnies, j'avais lu le livre de Renée Grezard, Enceinte, tout est possible, dans lequel Ok. elle parle des fausses couches. Ok. Et c'était un livre qui était sorti un an avant. Je m'étais dit non, Sophie, tu ne lis pas avant d'être enceinte parce que tu vas encore trop te projeter, tu vas vouloir un bébé, ça va pas être possible. Donc je m'étais dit, dès que je tombe enceinte, je le lis. Et elle parle des fausses couches dedans. Et je pense que ça m'a fait énormément réaliser ce que c'était. Même Ok. si je pense que ça me serait arrivé, je serais tombée des nues quand même. Et on ne sait jamais comment ça se passe corporellement, c'est quand même, Hmm. voilà. Mais j'avais cette conscience-là. Et en plus, je me souviens qu'au mois d'août, on était parti en Grèce sur une petite île avec des copains. Et avec mon mec, on avait vraiment regardé, voilà, il y a un cabinet de gynéco là, s'il y a un problème. Enfin, Ok. tu vois, un petit peu en mode, on part, il va pas y avoir grand-chose autour de nous, mais je serai quand même enceinte et il faut pas trop rigoler non plus, quoi. Et, euh, et il s'avère que bah, j'étais enceinte d'1 mois et demi quand on est rentré à peu près et j'ai enchaîné sur un rendez-vous avec mon gynéco qui Ouais. m'a fait une écho de datation. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'entends parler de grossesse extra-utérine, de choses comme ça. Non, moi, c'était top. Donc, bon, bah, ok. Enfin, Go. tu vois un cœur qui bat, même si je ressentais très fortement les symptômes de la grossesse avant, ça devient encore plus concret, là, pour le coup. Hmm. Donc là, là juste, ça y est, quoi, t'es partie dans la grossesse. Pour toi, enfin, la route est tracée, j'imagine. Ça y est, c'est lancé, Bah, ça se passe bien. Comment? ouais, et en même temps, tu vois, enfin, je peux pas m'empêcher de me redire a posteriori qu'il y a des moments où je me disais c'est trop beau pour être vrai. Ok, Je me disais, ça va être quoi le retour de bâton en fait, parce que ça d'accord, semble trop simple. Et je suis de nature extrêmement anxieuse, d'accord. j'appréhende énormément à l'avance. Et je m'étais dit, non, Sophie, là, t'es enceinte, ça se passe bien, cool. Première fois de ma vie que je prenais les choses un peu avec détachement, enfin, Mhm. tout en m'impliquant très fortement émotionnellement, mais me dire, non, faut pas que t'arrêtes, enfin, arrête de stresser pour un oui ou pour un non. Là, en fait, voilà, t'es enceinte. C'est comme ça, on va voir comment ça se passe et j'ai essayé de prendre les choses et tout en me disant, bah, ça y est, c'est parti, quoi. Mais c'est vrai que je me souviens que j'avais fait un énorme effort de pas trop stresser, de pas être Ok. trop anxieuse et de pas imaginer à chaque fois le Hmm. pire. Donc Donc, tu as ça, fait cette c'est... échographie de datation avec le petit cœur qui ouais, bat, puis vient l'échographie du c'est ça. premier trimestre. Tu décides de te C'est faire ça. suivre à l'hôpital, en libéral. Alors en fait, bah, j'avais mon gynéco de ville Ouais. qui me suivait depuis longtemps, à qui j'avais même pas parlé de mon projet de grossesse puisque je pensais pas que j'allais tomber T'as pas enceinte eu le aussi temps. rapidement. Non, j'ai pas eu le temps quoi. Enfin, je suis arrivée, il me fait ah vous êtes enceinte? Bah oui. Parce qu'en plus écho de datation c'était son son remplaçant, il était en vacances plein mois d'août. Enfin voilà quoi. Et, et voilà, la première écho, enfin la première grosse échographie Oui. se passe très bien. Donc là, pareil, ultra consciente de ce qui pouvait se passer. Donc la clarté nucale, ok, je vois ce que c'est. Si on m'en parle, je vais pas tomber des nues. Je sais que c'est là qu'on peut détecter des problèmes potentiels. Après, il y avait le bilan sanguin pour le tri-test aussi. Enfin, Mhm. voilà, ça, j'étais vraiment mais au taquet quoi, au taquet de chez Ouais. taquet. Donc, pour la Et trisomie 21, pour ceux qui se posent la question, ouais. je traduis. Tout à fait. Et en fait, en parallèle, j'ai une très très bonne amie à moi qui est sage-femme, qui travaille en CHU. Mhm. Et j'en parle un peu avec elle de l'accouchement, de la grossesse. Elle a été au courant très très tôt parce qu'on était partis en plus en vacances avec des copains. Il était hors de question de leur cacher, vu que bon bah tu bois pas, tu fais rien. Enfin, Mhm. donc forcément t'es enceinte quoi. Donc autant leur dire que oui, je suis enceinte. Et
Et en fait, à cette époque-là, vers 2016-2017, il y avait énormément d'articles sur les violences obstétricales et D'accord. Ouais. gynécologiques. Et c'était un truc, en fait, j'étais ultra sensible à ça parce que Mhm. initialement, je suis journaliste et que j'ai travaillé pour la presse féminine au Mhm. tout début. Et je suivais énormément ça. Et ça me faisait peur, en fait. Je, ma propre mère, a eu un accouchement pour moi qui était assez traumatique. Et c'est vrai qu'en en parlant avec mon amie sage-femme, elle me dit, mais tu sais, au CHU, il y a un plateau technique avec 2 sages-femmes qui interviennent en libéral et qui viennent pour te faire accoucher, Mhm. des accouchements physio, sans épisiotomie, sans péridurale, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Tu vois, non, mais c'était parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément d'articles sur Ouais. l'épisiotomie, Mhm. justement. Oui, il y avait ça, Euh, tu faisais le lien dans Ouais, ta voilà, tête, dans ma quoi. tête, je Ouais. faisais le lien. Et sachant que c'est en plateau technique, t'es dans un milieu médical, donc en cas de souci, besoin de péridurale, besoin de césarienne, il y a le moindre problème, t'es prise en charge. Et donc, du coup, bah, j'ai pris contact assez rapidement avec cette sage-femme parce que forcément, il y a de la demande et elles Oh sont que oui. 2. Bah oui. Donc, voilà, moi j'habite à Caen, elles sont que 2 pour toute l'agglomération. Donc, du coup, forcément, je me suis projetée très rapidement là-dedans. Et on a commencé, après je dirais vers 4 mois de grossesse, les séances d'autonomie, parce qu'elle faisait Mhm. aussi des séances de préparation, c'était de l'autonomie. Donc voilà, euh, ça se Est-ce passe que tu bien. peux nous dire en quelques mots ce que c'est l'aptonomie pour ceux qui Ouais, ne alors connaissent pas? c'est une préparation notamment à l'accouchement qui consiste en fait, c'est une méthode tactile, donc il y a la médiation, en l'occurrence là c'était la sage-femme, et on y va en couple quand on est en couple, et il s'agit vraiment de... Bon après moi je t'avoue que j'ai eu à chaque fois des préparations écourtées, hein, vu que mes filles en plus sont des très grandes prépas, Mhm. mais l'idée c'est vraiment d'entrer en communication avec le bébé à travers des gestes en fait, à travers le ventre, on pose les mains sur le ventre, on parle, on fait des mouvements et on sent aussi le bébé en fonction de son poids Ouais. qui va bouger, qui va réagir. Et l'idée aussi quand on est en couple, et ça je trouve ça génial, c'est de pouvoir impliquer le coparent puisque l'idée c'est vraiment que le coparent soit acteur-actrice de l'accouchement aussi, qu'il soit là aussi en connaissant des positions qui peuvent aider Mhm. la mère à accoucher tout en étant en communication avec le bébé aussi pendant le temps de la préparation, ce qui permet vraiment à la grossesse d'être vécue, je dirais pas à égalité, voilà, mais je sais que c'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir un lien Mhm. très fort. Et c'est vrai que ce lien très fort, on le voulait. Mhm. Et forcément, dès le début du deuxième trimestre, bah, on était en contact avec la sage-femme, on l'avait déjà vue, déjà rencontrée, on avait fait 1 ou 2 séances. Mhm. Et donc, euh, et donc voilà, c'était vraiment, bah, tout va bien, c'est génial. En plus des 4 mois de Ouais. grossesse, euh, non, même 3 mois et demi, je savais qu'on attendait une petite fille. Ok. Euh, En plus, à chaque rendez-vous que j'avais chez mon gynéco, il avait aussi tous les appareils pour faire les échographies. Donc, il faisait une petite écho à chaque fois, en fait. Oui. Donc, on voyait qu'il n'y avait pas de soucis, que tout allait bien. Et tout s'est effondré, en fait, à l'échographie du deuxième Du trimestre. deuxième trimestre. Donc, du coup, tu avais Mm. déjà démarré 2 séances d'autonomie. Ton partenaire était déjà, donc, bah, du coup, pleinement impliqué et pleinement conscient aussi que cette grossesse est en cours, parce que parfois, il y a des petits délais selon... Ouais, et puis voilà. pour l'autonomie, en plus, il y a des exercices qu'on peut faire à la maison. Donc, Ouais. en fait, entre chaque séance, enfin, il y a vraiment l'idée de se préparer graduellement à l'arrivée de ce bébé, quoi. Et donc, arrive l'échographie du deuxième trimestre. Toi, tu l'as eu vers, quoi, 22 semaines d'aménorrhée? Ouais, 20-21, je Ouais. sais plus trop, mais ouais, voilà, c'était dans ces eaux-là, Et tu te effectivement. rends dans comment à cette échographie est-ce que tu étais, comme tu parlais tout à l'heure d'un naturel plutôt anxieux, est-ce qu'à chaque écho, tu te disais, oh, on sait jamais si on trouve quelque chose, ou justement, tu avais réussi à mettre un peu cette anxiété de côté et tu allais juste en mode, bon, bah, de toute façon, comme on fait des échos à chaque consulte, là, c'est celle qui dure plus longtemps, c'était plus ça? En fait, je dois dire que passé le premier trimestre, je me suis plus posé aucune question. Ok. C'est que, en fait, mon côté anxieux, bon, je l'avais mis de côté, et puis tout ce que je savais par rapport au risque du premier trimestre, je me suis dit, puisque j'étais assez informée là-dessus, relativement, on va dire informée, parce que je ne Mhm. savais pas tous les tenants et aboutissants des grossesses qui s'arrêtent à cette époque, je savais que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Mais du coup, le premier trimestre, je l'ai vécu de manière, on va dire, assez sereine, tout en étant consciente de ce qui pouvait se passer. Le deuxième trimestre, à partir du moment où on m'a dit clarté nucale, ok, bilan sanguin, ok, je me suis dit, bon, bah c'est parti. Et là, euh,
je ne me suis plus souciée de quoi que ce soit. Mais Hmm. vraiment de quoi que ce soit. Je suis allée à cette échographie en mode, ok, elle est plus longue, bah moi je vais voir mon bébé. Bah oui, Tu vois, on te c'est bien dit normal. l'écho-morpho, tu dis oui, morpho, enfin, de toute façon, il y aurait un problème, on l'aurait déjà vu. Enfin, moi, je me suis absolument pas posé de questions à ce Hmm. moment-là, parce que je pense que bah, on n'est pas tellement informé de ce qu'on va chercher vraiment. Enfin, tu sais, tu te dis, bon, bah, ok, 5 doigts à la main, enfin, les orteils, les bras, enfin, voilà, j'y suis allée, mais alors là, fleur au fusil, quoi. Enfin, Mhm. vraiment, c'était. Tu y allais seule ou Euh, vous étiez à deux? non, on était tout le temps à deux. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, je, je, là, c'est vraiment le début, mais c'est la dégringolade. Enfin, je Parce que crois qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'on a de. découvert? Comment ça s'est En passé? fait, c'est mon gynécologue a commencé bah, du coup à passer en revue bah, tous les organes qu'il pouvait voir. Et voilà, il passe sur le cœur assez rapidement en disant bah, là, en fait, la position fait que je ne peux pas bien voir. Et vers la fin, il est revenu sur le cœur, mais en fait, je pense qu'il avait quand même vu qu'il y avait un souci. Hmm. Et il nous dit, bon, là, par contre, il y a quelque chose que je vois, ça me plaît pas trop. Hmm. Euh, Là, dans ta tête, il y a tout qui s'arrête. Là, clairement, il y a tout qui s'arrête, en fait. Tu dis, ok, donc en plus, tu dis, il y a un problème, c'est le cœur, euh, Hmm. c'est foutu. Enfin, il y a un enfin, là, c'est, je sais pas, c'est à la fois une chute dans un trou noir sans fond, c'est tu glisses sur des parois dans un truc, tu sais même pas. Enfin, je, c'est une sensation physique. Ce genre d'annonce, c'est Ouais. assez horrible à vivre. Enfin, c'est vraiment le truc le plus soudain et le plus violent, je pense, de ce que j'ai vécu à ce moment-là, en fait. Je pense que dans toute ma vie, jusqu'à mes 30 ans, je n'ai pas vécu quelque chose d'aussi violent Hmm. que ce moment où il m'a dit ça. Hmm. Et il me l'a dit avec beaucoup de douceur, de tact. Enfin, il m'a pas dit il y a un problème. Hmm. Non, il y a quelque chose que je vois, je n'aime pas ça. Mais il m'a dit en même temps, il nous a dit qu'il ne pouvait pas nous dire ce que c'était parce que effectivement, dans les cabinets de gynécologues de ville, c'est pas du matériel comme dans un CHU Hmm. avec un centre de diagnostic anténatal, quoi. Donc, il nous a pris rendez-vous avec la cardiologue donc, du centre de diagnostic Hmm. anténatal. Il m'a dit c'est moi qui m'en charge, je vous rappelle, je vous tiens au courant. Donc il l'a fait pour nous, ce qui était quand même super sympa, Ouais. enfin je trouve. Et en fait, dès le lendemain, il m'appelle, il me dit bon, écoutez, en fait, il y a une place qui s'est libérée, il y a un rendez-vous qui s'est libéré avec cette médecin-là. Ouais. Vous y allez demain. Et donc, c'était un peu, ok, on va être fixé en fait. On va savoir ce que Hmm. c'est parce que dans ce moment-là, tu es comme ça, ok, donc il y a un problème avec le cœur, donc moi j'entends cœur, problème avec le cœur, ça y est, c'est foutu. En même temps, j'en Hmm. parle avec des personnes qui me disent, bah oui, mais tu sais, en fait, une cardiopathie, ça peut être opérable. Enfin, on ne sait pas en fait. Et lui-même ne savait pas, il pouvait pas se prononcer. Et en fait, en l'espace de 48 heures, on a vu la cardiologue qui nous a dit, voilà où est le problème. Et là, on a su qu'il n'y avait plus aucun espoir. En fait, notre enfant ne pouvait Ok. pas vivre. D'accord. Euh, Elle je a me su souviens trouver les mots. que, je Est-ce qu'il y a des pense, mots? mais en fait, je ne m'en souviens pas. Ouais. Enfin, je, en fait, ça a été très, elle était, c'est une personne que j'ai recroisée après, qui est très pudique, très, il y a une sorte de distance pudique en fait, qui pourrait presque être de la froideur, mais non, elle a expliqué les choses d'un point de vue médical. Enfin là, pour le coup, elle a pris le temps de faire des schémas, de nous expliquer, parce que forcément, nous, on nous parle du cœur, mais ça ressemble à quoi un cœur en vrai? Enfin, tu te redis pas, tiens, ah oui, mes cours de bio de quatrième, enfin, non, c'est pas possible, t'as besoin de quelqu'un, à ce moment-là, t'es dans un tel état de sidération que t'as besoin de quelqu'un qui te fait un schéma, qui t'explique, qui fait voilà un cœur, comment ça se passe, voilà ce que votre bébé, il a en fait. Et en nous expliquant, bah voilà, si votre bébé est né, qu'il est vivant, on peut tenter une opération à la naissance, puis une opération à 6 mois, puis une opération à tel âge. Donc là, tu as l'impression, en fait, qu'il y a quelqu'un qui t'appuie sur la tête. Hmm. Et, et donc, tu es abasourdi. Et puis après, mais bon, en fait, chaque opération, il y a un risque vital. Et puis, il faut déjà aller jusqu'à l'opération d'après. Puis, au bout d'un moment, c'est
Mais en fait, ce ne sera jamais curatif, ce sera purement palliatif. Et encore, il faut D'accord. que tout aille par ailleurs. Hmm. Donc là, tu prends un peu la mesure du truc. Et alors, je ne sais pas pourquoi, avec mon mari, on a dit, et est-ce qu'on peut arrêter la grossesse? Parce qu'on veut pas que notre enfant souffre, quoi. Hmm. Je ne sais pas d'où c'est sorti, on l'a dit, voilà, et elle nous dit, oui, vous pourrez faire une demande, il y a tout un protocole à respecter. Et là, je lui ai dit, mais, enfin, mais comment ça se passe? Bah oui, Et là, parce que, enfin, tu vois, c'est un peu des sigles que tu connais, que tu as déjà entendu quelque part ou que tu as lu quelque part, mais tu sais pas ce à quoi ça renvoie tant que tu l'as pas tout à vécu ou que fait. tu connais pas quelqu'un qui l'a vécu. Et là, elle me dit, bah, c'est un accouchement par voie basse. Hmm. C'est un vrai accouchement. Et alors là, enfin, je crois que c'était la pire info qu'on m'avait donnée. D'accord. C'était ça. C'est un accouchement par voie basse. Là où en plus, moi, je m'étais projetée dans un type d'accouchement vraiment, voilà. Et là, j'étais en train de me dire, ok, donc déjà, l'accouchement en temps normal, c'est quelque chose qui me fait peur. Et j'avais besoin de me projeter dans un truc avec une sage-femme qui allait me suivre tout le temps pour être en pleine confiance avec cette personne-là, quand bien même ça me fait peur d'accoucher sans péridurale. Et là, elle me dit, en fait, que je vais accoucher. Ouais. Donc ça a été extrêmement dur comme info à encaisser. Et après, bah, c'est toute une batterie d'examens où du coup, bah, tu refais une échographie, vraiment ce qu'ils appellent les échographies de référence, où tout est scruté chez le bébé. Et là, en l'occurrence, nous, le diagnostic a été aggravé à ce moment-là. C'était encore plus grave D'accord. que ce qui avait été envisagé. C'était pas, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on était d'accord avec mon compagnon. Hmm. Enfin, voilà, ça, il n'y avait aucun débat là-dessus. Et on a décidé d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse, qui est le terme qui est extrêmement froid et qui ne dit pas toutes Hmm. les émotions qu'il y a derrière tout ça. Ouais. Mais qui, en fait, pour nous, j'insiste là-dessus, qui était vraiment un acte d'amour, enfin, pour notre enfant. Hein, Mhm. c'était juste, c'était pas. Il y a des gens qui projettent des choses sur l'IMG qui sont juste insupportables, qui sont ah, vous ne voulez pas d'un enfant handicapé, vous ne voulez pas d'un enfant malade. Non, je ne veux pas que mon enfant souffre, en fait. Hmm. Parce que moi, je m'occuper d'un enfant qui est handicapé ou malade, euh, voilà, enfin, je peux le faire, je peux prendre sur moi pour offrir à cet enfant la vie la plus digne qu'il soit. Mhm. Mais moi, ma fille, on ne pouvait pas lui offrir de vie Bah digne. oui. Et en plus, on ne savait même pas dans quel état elle allait naître. Hmm. Et que ça aurait été une opération d'emblée et que rien que ça, en fait. Enfin, et, et c'est ce que disent beaucoup de parents. Et nous, on l'a ressenti vraiment comme ça. C'est on arrête tout. On, a, Ouais. on- on arrête certes cette grossesse, elle ne naîtra pas vivante, Hmm. mais on prend toute la douleur, quoi. Et Ouais. c'est nous qui allons assumer cette douleur parce qu'il est hors de question, en connaissance de cause, compte tenu de ce qu'on nous avait annoncé, nous, on ne peut pas lui offrir la vie digne qu'on aurait aimé pour notre enfant. Après, il y a des couples qui prennent la décision d'aller jusqu'à la fin de la grossesse et d'accompagner leur enfant dans la mort. C'est tout aussi respectable en fait et Bien de sûr. toute manière on ne peut jamais, je trouve, donner son avis sur la décision d'une personne parce qu'on n'a jamais de toute manière le dossier médical et on ne sait pas ce que ces gens ont vécu par ailleurs. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose de très intime. Bien sûr. Mais nous, c'était notre décision et c'est celle qu'on a prise et on a été tout à fait soutenus. Après, bon, heureusement, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est pas le cas, par nos Hmm. familles, nos amis, on a été super entourés et surtout, on a eu des équipes médicales qui étaient au top dans ce Donc cadre-là. là, les démarches ont été lancées pour cette interruption Ouais. médicale de grossesse. Mm. Et combien de temps après vous aviez rendez-vous à l'hôpital? Est-ce que avant ça, on vous a proposé, je sais pas, de rencontrer un psychologue? Est-ce que vous avez dû rencontrer un autre médecin? Est-ce que ça s'est fait super rapidement? Est-ce que voilà, comment ça s'est passé? Alors, en fait, tu vois, entre le moment où j'ai eu mon échographie du deuxième trimestre et vraiment le diagnostic très précis de ce qui se passait, il n'y a eu même pas une semaine. D'accord. En fait, après la cardiologue, on a eu rendez-vous avec un autre gynécologue du service qui, lui, a fait vraiment une échographie extrêmement précise, extrêmement longue. Euh, je crois même que, je pense qu'il n'y en a pas eu deux, mais non, non, il y en a eu qu'une. À l'issue de ce moment-là, il nous a dit, voilà, nous, on se réunit tous les temps, hein.
staff une fois par semaine Mhm. pour étudier les dossiers parce que bien sûr que nous, si on fait une demande, ça veut pas dire que le staff va l'accepter. En fait, Mhm. le staff pluridisciplinaire avec gynéco, généticien, enfin psychologue, voilà. Mais nous, on avait besoin de savoir. Donc en fait, on a dit bon bah voilà, on veut présenter notre dossier, donc on l'a fait assez rapidement. Nous, l'idée c'était d'être fixé et ensuite de prendre la décision de la Mhm. date. En fait, de temporiser ensuite. Et D'accord. dans la suite des choses, c'était aussi de manière obligatoire, de rencontrer la psychologue du service qui, euh, qui nous a un peu expliqué comment ça allait se passer aussi, qui s'est assuré qu'on avait bien tout compris parce qu'on imprime, mais tellement pas bien dans ces moments-là. Enfin, on a besoin de tout nous répéter. Bien On sûr. sort d'un rendez-vous, on se dit mais t'as compris ça? Bah non, je sais pas. Enfin, parce que t'en as un qui pleure et qui arrive pas à écouter. Enfin, voilà. Et en fait, quelques jours après, je me souviens que le gynéco m'a téléphoné en disant voilà, votre dossier a été accepté. Donc à partir de maintenant, c'est vous qui choisissez la date. En fait, c'est D'accord. votre timing. Moi, on était début décembre. Je voulais qu'une chose, c'était d'avoir accouché avant Noël parce Ouais. que je pouvais pas, en fait, me retrouver en famille, enceinte, en sachant que tout était terminé. Hmm. Mais il n'empêche qu'au bout du compte, après, j'ai eu besoin d'un peu de temps. Donc, il y a quand même 3 semaines, un peu plus de D'accord. 3 semaines qui se sont passées entre cette première écho, où on a su qu'il y avait un souci, Mhm. et mon IMG. Euh, je sais qu'à un moment donné, j'ai dit non, j'ai besoin qu'on retarde d'une semaine, je veux pas me précipiter. Hmm. Et ça a été assez bénéfique parce que j'ai eu un moment de rejet complet de ma grossesse. Enfin, vraiment, tu dis non, mais je ne peux plus. Enfin, c'est pas possible. Je sens mon bébé bouger, mon bébé qui est malade, qui ne peut pas vivre correctement. J'arrive même plus à tisser de lien avec. Enfin, c'est trop dur, quoi. Je peux pas. J'étais prête à accoucher du jour au lendemain pour que ce soit fini, qu'on m'anesthésie, qu'on m'endorme, que ce soit terminé. Sauf qu'une IMG, ça se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, une mort fœtale in utero, pareil, sauf contre-indication, c'est aussi un accouchement par voie basse. Tout à fait. Euh, que ce soit au début du deuxième trimestre ou à la fin de la grossesse. Et il y avait des choses dont il fallait tenir compte. On nous a dit, voilà, vous pouvez donner un prénom à votre bébé, enfin, vous pouvez le voir, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez l'habiller. Donc là, déjà, tu dis, ok, donc il faut que j'arrive à imprimer toutes les données médicales du truc. Il faut aussi que je pense à ça. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas lui donner de prénom. Enfin, qu'est-ce que j'irai l'habiller? J'ai même pas acheté de vêtements. Enfin, je peux pas acheter un vêtement pour mon bébé mort, quoi. Enfin, c'est et puis de se dire, mais en fait, la mort, je vais l'avoir en face pour la première fois de ma vie, ce sera mon enfant. Ouais. Et ça, c'est juste tellement aberrant. Et au bout d'un moment, au bout de quelques jours, bah, les choses se décantent en fait. Et moi, c'était assez important, je pense, d'avoir ce laps de temps de réflexion parce que ça m'a permis de vivre les choses de manière je dirais presque plus douce le jour de l'accouchement. En fait, parce que là, effectivement, on s'est dit bah oui, enfin qu'est-ce qu'on on avait déjà un prénom, on va pas donner ce prénom-là à un autre enfant, c'est pas possible. Moi, je vais parler avec ce prénom-là, on va pas, enfin, et ça a permis effectivement d'arriver en ayant effectivement plus intégré en fait ce qu'on nous avait dit, en disant bon, on se pose, on réfléchit. Oui, on veut le voir notre bébé. On verra si on en est capable sur le moment. De toute manière, il n'y a rien d'irréversible si on ne le voit pas dans la foulée de l'accouchement. Ça peut être quelques heures après, quelques jours Hmm. après. Si on ne veut pas prendre de photos, qu'on ne veut pas le voir, de toute manière, il y aura des photos pour le dossier médical. La sage-femme prendra des photos. Voilà. Si on veut lui donner un prénom plus tard, on peut le faire. Mais je pense qu'effectivement, enfin, passer le choc, le premier choc, euh, moi, ça m'a permis d'intégrer les choses et de me préparer en fait à cet Ouais. accouchement. C'était pas la préparation que je voulais, mais voilà, de me préparer à ce que j'allais vivre. Et vous arriviez à facilement en discuter, semblerait-il, avec ton conjoint. Tous les deux, vous aviez la même capacité à en discuter? À ce moment-là, ouais. Ouais, Ok. ouais, je me souviens que moi j'étais en arrêt, lui il n'a pas été travaillé non plus. Euh, on, on était tous les deux complètement abasourdis, D'accord. si ce n'est que j'avais quand même cette dimension physique à endosser qui était très, très, très douloureuse psychologiquement. Mais c'est vrai qu'après, par exemple, moi, quand je lui ai dit, écoute, moi, je veux le voir, notre bébé, tu feras ce que tu voudras. Enfin, j'ai pas mis le couteau sous la gorge en disant, je veux que toi aussi. Enfin, non, on s'est dit, bon, on va prendre les choses comme elles viennent. On verra si on s'en sent capable tous les deux. Mais, euh, mais voilà, mais oui, effectivement, on a quand même plutôt vécu les choses au même rythme à ce Hmm. moment-là, ouais.
Et toi, tu as été mise en arrêt de travail à partir du moment où le diagnostic a été posé? Alors j'y étais Euh, déjà, parce qu'à ouais, cette époque-là, j'avais 1 heure de route pour aller au ok. travail. Je travaillais dans un lycée à 1 heure de route de chez moi. Donc en fait, j'avais été en arrêt assez rapidement avant, et puis en plus, j'étais souvent malade. Enfin voilà, les Ok. virus et les femmes enceintes, je chopais tout. Et effectivement, mon gynéco m'a renouvelé mon arrêt de Ok. travail à ce moment-là sans aucun souci, Hmm. parce que c'était pas lui qui avait fait le précédent. Et ça. Après, il y a peut-être des personnes qui arriveraient à retourner travailler, ou ça leur ferait peut-être du bien, ou je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'en étais pas capable, ça c'est Hmm. sûr. Et donc, c'est vous qui avez choisi une date pour vous rendre à la maternité, pour l'accouchement. Comment ça s'est Oui, passé? alors on savait qu'il y avait des jours où c'était possible. Ouais. Nous, on s'est dit, bon, la semaine qui vient, on peut pas, on a besoin d'un moment là pour se reposer un peu maintenant qu'on a tout intégré. Euh, et, et en fait, on nous avait dit, bah, le mieux, c'est quand même pour une IMG d'arriver en début de semaine, enfin que ça ait lieu en début de semaine. Donc voilà, j'ai accouché un lundi 11 décembre, on est Hmm. arrivé à la maternité la veille au soir, le dimanche soir, et j'ai été hospitalisée dans le couloir des grossesses pathologiques pour pas être avec les femmes qui venaient d'accoucher. Hmm. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Oui, alors moi j'ai aucun problème là pour le coup à parler de ça. Euh, Bah en fait ça s'est passé que 48 heures avant à peu près, on m'a donné un médicament. Je suis déjà allée au CHU une première fois, qui commence, voilà, le col commence un peu à se dilater. Enfin, l'idée c'est de préparer un peu le corps à l'accouchement. Le dimanche soir, bah, comme pour un déclenchement en fait. Enfin, c'est comme pour un déclenchement, on te pose les petits tampons pour provoquer des contractions, on te les enlève quelques temps après, quelques heures, peut-être le lendemain matin. Et je j'ai pas trop de souvenirs de cette nuit qui, honnêtement, que j'appréhendais. Euh, la nuit du dimanche au lundi. Bon, après, le hasard a fait que quand je suis arrivée le dimanche soir à la maternité, j'ai croisé mon amie sage-femme qui terminait une garde, donc, ou qui prenait sa garde, je sais plus. Mais du coup, ça m'a fait. C'était waouh, un visage connu, et c'est pas un médecin, et voilà, c'est une amie à moi, et ça, c'était super chouette. Et d'ailleurs, le lendemain, elle est restée après sa garde pour être avec nous Hmm. aussi, sa garde de nuit, et c'était génial. Et, euh, et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, dans la matinée du lundi, on m'a emmené donc dans la salle d'échographie où en fait on procède à ce qu'on appelle bah, le geste qui arrête le cœur du bébé. Donc en gros, voilà, moi on m'a fait mon amyosynthèse en même temps. J'avais demandé à ce que ce soit fait en même temps et pas en Hmm. amont parce que j'avais trop peur. Voilà, dans le cadre d'une AMG, il faut un recueil de liquide, mais on me l'avait proposé avant et je sais qu'il y a toujours un risque de fausse couche après. Je Ouais. voulais pas qu'il y ait ce risque en plus. Donc ils avaient accepté ce que tout soit fait en même temps. Et, euh, et c'est vrai que là, par contre, ça, c'est un moment, alors moi, que j'ai complètement refoulé à un moment donné, ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps, hein. Enfin, vraiment, je me souvenais même plus de ce moment tellement c'est dur, en fait, à vivre. Euh, voilà, bon, après, il y a un champ stérile, tu vois pas ce qui se passe, c'est comme pour une amyosynthèse, en fait. Moi, je n'ai rien senti, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Je sais que ça peut être compliqué, mais c'est vrai que psychologiquement, c'était très dur. Il y avait mon mari, il y avait une sage-femme qui normalement était de l'autre côté du champ stérile qui est venue avec moi euh, parce que je me sentais pas bien. Et puis après, en fait, bah, je suis repartie en fauteuil roulant et c'est mon amie sage-femme qui m'attendait à la Hmm. sortie, qui m'a ramenée dans ma chambre. Donc encore une fois, en fait, c'est là qu'on se rend compte que les proches et les amis sont ultra, ultra précieux. Et, euh, et donc après, bah, les contractions ont commencé quelques heures après et j'ai accouché très rapidement, en fait. D'accord. Euh, Ma péridurale n'a pas fonctionné. Ce qui est un peu un pied de nez en fait aussi. Enfin, je l'ai pris aussi en me disant, bah, je voulais pas de péridurale au début. Je m'étais pas projetée dans un accouchement comme ça. J'ai préféré donner du sens en me disant ça, mais en fait, je regrette pas. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on me dise que ça puisse arriver, et ça, Hmm. on me l'a pas dit.
parce que je trouve que, bah voilà, quand il y a des choses en rapport avec le corps des femmes, il y a toujours ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Quand bien même c'est des choses que toi tu vas vivre dans ton corps, t'es pas informé de tout. Donc moi on m'avait dit péridurale, ça va fonctionner, il n'y a aucun souci. Bon bah moi, elle n'a pas fonctionné. Mm. Euh, on n'a pas trop su pourquoi. Mais en fait, c'est vraiment, bah ouais, j'ai vécu un vrai accouchement. Enfin, là, pour le coup, un accouchement, on sait jamais comment ça va se passer. Bon, bah voilà. Euh, j'ai eu des contractions, j'ai poussé, mon bébé est sorti, on me l'a présenté assez rapidement. Et moi, ce que j'en garde, c'est un souvenir qui est beau. Enfin, voilà, on était avec mon mari, on était Mm. avec notre bébé, notre première petite fille. Elle était toute petite, mais elle était juste ouais, un bébé. On a l'impression qu'il dort en fait. Ouais. C'est juste que le silence, par contre, est très très euh, déroutant. Mais non, ouais, c'était bien dans la mesure du possible. Dans ce qu'il était envisageable de Ouais. faire, on a eu un beau moment en fait. Vous Et on n'a sentiez que pas pris vous de photos ensemble. l'accompagnez et que... Ouais. Ouais, qu'on était avec elle en fait. On n'a pas eu la présence d'esprit de prendre des photos ensemble et peut-être que c'est quelque chose sur lequel ils auraient pu insister. Ok. Parce que c'est vrai que peut-être qu'on nous l'a dit, ou peut-être pas, je sais pas. Mais tu vois, même si on nous l'a dit une fois, là pour le coup, quand je te dis, on peut pas toujours tout imprimer. Il y a besoin parfois de redire les choses et Mm. d'expliquer pourquoi on les redit. Parce que c'est vrai que t'as pas de recul sur ta situation et tu te rends bien compte que t'imprimes pas tout, mais tu sais pas pourquoi, t'es perdu en fait. Mais par contre, la sage-femme a pris des photos après de notre bébé pour le dossier médical, mais des photos qui étaient tout à fait belles. Et on lui a donné une clé USB, elle les a mises dessus et on est reparti de la maternité le lendemain avec une petite boîte, avec son bonnet, son bracelet de naissance, la carte avec les empreintes de ses pieds, Mm. cette clé USB avec des photos. Voilà, on a été accompagnés, enfin vraiment, j'ai un souvenir des sages-femmes. Là, je me suis rendu compte de ce que c'était le métier de sage-femme. Mais vraiment, je te jure que j'étais avec deux femmes, mais exceptionnelles. Et il y en a une qui était étudiante. Mm. Et je me souviens que je me disais, ah mais la pauvre en fait, pourquoi elle s'occupe de moi? Enfin, tu vois, en plus tu peux pas Mm. t'empêcher de te dire ça alors que c'est toi qui es quand même dans une situation pas cool aussi. Mais elle était mais tellement géniale et c'est elle qui nous a emmené notre bébé dans la pièce Ouais. et elle le tenait d'une manière, mais je te jure que à aucun moment je me suis dit ce n'est pas un vrai bébé Ouais. que je viens de voir, c'était un vrai bébé. Elle le regardait, j'ai même l'impression qu'elle lui parlait. Enfin, c'était mais juste, je revois ce geste et ça, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est pour ça que c'est important que les soignants et soignantes soient super sensibilisés à ça, parce que ce sont des images qu'on garde toute notre vie et que souvent les mots et les images qu'on garde ne sont pas les plus positives dans ce qu'on a vécu. Mais par contre, quand il y a quelque chose comme ça qui se détache du lot, bah ça, c'est pour la vie entière, quoi. Ouais. Merci de le préciser. Je rebondirai tout à l'heure sur les conseils qu'on peut donner pour les soignants, mais je propose qu'on continue sur ton histoire. Donc là, vous êtes rentrée. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a accouché et est-ce que vous avez revu votre enfant? Est-ce que vous avez... Alors non, mais on aurait pu. Ouais. Mais c'est nous qui n'avons pas voulu, en Mhm. fait. Parce que pour le coup, autant dans, alors je vais dire l'euphorie, mais il y a quand même un mélange d'hormones qui se passe quand on accouche. Mais dans cet instant où déjà tu sens que la douleur physique n'est plus là, que ça y est, t'as accouché, et Ouais. que malgré tout, il y a cette rencontre au bout du compte, parce qu'au bout d'un moment, je me disais, je vais quand même rencontrer mon bébé, en fait. Ouais. C'est quand même ça que je me disais. Bah, j'étais capable, dans ce moment-là, dans cet élan, d'avoir mon bébé dans les bras, de le toucher. Enfin, voilà, ça n'a pas duré non plus une heure, hein. On est resté quelques petites dizaines de minutes, on n'avait pas besoin de plus. Par contre, pour moi, c'était évident que je voulais pas. Revoir après, c'était pas Ouais. possible pour moi. Là, Ok. je pense qu'avec la distance, mais il y en a qui le font et c'est tout à fait possible et on nous avait prévenu que c'était possible. Et ça, c'est important. Enfin, là, pour le coup, voilà. Mais nous, on a fait le choix aussi de ne pas nous occuper des obsèques parce que quand un Ouais. enfant est mort-né, c'est soit l'hôpital qui se charge de la crémation et après les cendres sont réparties dans un cimetière, ce qu'on appelle souvent le carré des anges ou le carré du souvenir ou des choses comme ça. Soit on peut faire des funérailles par nous-mêmes. Nous, ça dépassait
notre champ des possibles. À ce moment-là, c'était non, on va laisser l'hôpital s'en charger Ouais, et ce sera très bien comme ça. Et je regrette pas. Enfin, de toute manière, tu vois, je te parlais des photos tout à l'heure qu'on n'a pas pris de photos. Je veux pas regretter parce que ce sont des décisions qu'on a prises à ce moment-là avec bien les sûr. capacités qui étaient les nôtres, qui étaient quand même assez limitées à ce moment-là, vu qu'on était quand même dans une stupeur complète. Donc ça, tu vois, on n'a pas eu à s'en charger. Donc en fait, il y a eu un petit volet administratif qu'il a fallu prendre en charge, c'est que moi j'ai dû envoyer à mon employeur mon attestation d'enfant né sans vie pour le congé maternité. Sachant que moi il y avait eu un petit micmac dans les dates, on m'avait pas exactement dit les mêmes choses, enfin bon, bref. Mais ça c'était un peu la partie pas cool du tout, où il faut quand même que tu préviennes aussi. Ouais, euh, Bah, c'est l'administration, mais enfin, exactement. euh, moi, initialement, voilà, j'étais prof d'histoire géo dans un lycée, j'ai quand même dû envoyer un mail Mm. pour dire, voilà, je ne reviens pas, et quand je reviendrai, j'aurai pas mon bébé. Enfin, Ouais, t'es obligé de dire un ah minimum oui. de choses parce que moi, je suis partie de mon lycée, j'avais quand même un ventre déjà un peu rond et tout le monde savait que j'étais Mm. enceinte, quoi. Donc, il y a ce côté-là où t'as envie de vite passer à autre chose, mais en même temps, ça mobilise énormément d'énergie, je trouve. On l'a fait avec mon mari, mais c'est vrai qu'il y avait des choses, il pouvait pas le faire à ma place. Et, euh, et après, bah, c'était un mélange de soulagement. Ça y est, c'est fini. Mhm. Cette interruption médicale de grossesse, c'est derrière nous. Un peu de naïveté à se dire, bon, bah, le pire est derrière nous. Et en fait, non, clairement, c'est autre chose qui se passe, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus Le meilleur tout de suite. c'est pas le meilleur, non, pas du tout. Mm. Enfin, c'est là que tu te rends compte que euh, j'ai une amie qui m'avait envoyé un mail d'ailleurs pour prendre de mes nouvelles et qui m'avait dit, j'ai une amie sage-femme qui a fait un mémoire sur l'interruption médicale de grossesse et elle s'est rendue compte que les femmes souffraient beaucoup d'une forme de solitude, donc sache que je suis là si tu as besoin. Ça m'avait énormément touchée, mais à ce moment-là, j'étais très entourée et je me disais, bah non, je me sens pas spécialement concernée. Et en fait, si, même si on est bien entouré, c'est ça qui est terrible, c'est que je trouve que le deuil périnatal, c'est un peu toi avec toi-même. C'est toi avec ton corps. Personne n'a endossé cette dimension corporelle. Même, enfin, avec mon mari, à partir de ce moment-là, on a vécu des choses très semblables, mais aussi très différentes, parce que nous sommes deux personnes différentes et que bah, malgré tout, en fait, quel que soit le sexe du coparent, quel que soit son genre, eh ben, ce n'est pas le coparent qui porte le bébé. Mm. Et donc, ça crée une distance, en fait. Et en fait, quand tu as accouché, ou même que tu as eu une grossesse qui s'est interrompue au premier trimestre, parfois tu peux te retrouver à aller au bloc 2 mois après parce qu'il y a encore des résidus. Voilà, c'est quelque chose qui s'étire dans le temps et c'est ton corps. Et du coup, ça, tu peux pas, en fait, à moins de te cliver complètement en disant Mm. mon corps, je m'en fous, je ne ressens rien. Ben non, tu sens que tu es diminué, tu sens que tu as encore du ventre, que tu as des saignements. Enfin, et quand, et quand je dis c'est le vide, c'est que en fait je suis rentrée chez moi. Je, je savais que j'allais avoir un rendez-vous de contrôle avec mon gynéco 3 mois plus tard. Mais en fait c'était le vide. Il n'y avait pas de mots sur ce que je vivais. Je voyais la psy après et en fait je l'ai vue pendant très très longtemps et Mm. elle a été géniale. Mais corporellement, j'avais pas de repère. C'était ma première grossesse. Le mot postpartum, il n'a pas été euh, placé à ce moment-là et ce que je ressentais corporellement, j'avais même pas les mots. Mm. C'est-à-dire que pour mon deuxième accouchement, mes filles étaient vivantes et là d'un coup il y a des mots qui ont surgi et je me dis mais pourquoi je les connaissais pas? C'est pas ma première grossesse, c'est pas mon premier accouchement. Donc tu vois les Loki par exemple, c'est quoi? Oui j'ai des saignements mais les tranchées, j'ai pas, enfin ça j'avais pas les mots donc je ressentais des choses. Oui bon ok on m'avait prévenu que j'allais saigner un peu mais tu vois c'était un flou complet et puis bah t'es juste perdu en fait. Tu rentres, t'as plus qu'à arranger les quelques affaires que t'avais déjà achetées. Il y Ouais. a des personnes, c'est carrément vider toute la chambre. Enfin, c'est le vide quoi. Et pas se sentir en plus très très légitime dans ce que tu vis parce que t'as pas ton bébé et que tu dis bah oui en fait le plus dur une fois que t'as accouché c'est de t'occuper de ton bébé. Mm. Bah oui mais non parce que le plus dur aussi quand t'as accouché c'est de reprendre possession de ce corps qui n'est plus le corps que tu avais 6 mois plus tôt. Enfin, et ça, c'était très dur, je trouve.
Et donc, en professionnel, tu parlais de la psy que tu as vue et que tu as vue longtemps. Rendez-vous avec Mm. ton gynéco plusieurs mois plus tard. Est-ce que d'autres choses t'ont été proposées, de rencontrer une sage-femme, des visites à domicile ou que toi, t'ailles, Non. avant les 3 mois, rencontrer un professionnel de santé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait apporté quelque chose, que tu aurais aimé? Qu'est-ce que... Bah, en fait, pareil, je trouve que. Alors, ça, c'est mon ressenti tout à fait Mhm, personnel et je pense que je suis quand même pas la seule non plus. C'est que comme sûrement on te pas. donne pas trop les informations, par exemple, en aucun cas je me serais sentie légitime pour aller chercher quelqu'un, une Ouais. sage-femme, ou ma sage-femme, qui m'avait quand même reproposé une séance d'autonomie avant mon IMG en fait. J'avais dit non, c'est pas possible, je me sens pas de le faire. Mais tu vois, je me serais même pas sentie de lui téléphoner en lui disant, écoute, est-ce qu'on peut se voir en fait avant les 3 mois parce que voilà, j'ai telle chose ou telle chose ou j'ai vraiment besoin d'être rassurée par rapport à l'état de mon corps, je ne me serais même pas sentie légitime pour le faire. D'accord. Et ça, c'est dur en fait rétrospectivement, c'est c'est quand même assez violent de se rabaisser presque. En fait, de se dire mon expérience c'est pas grand chose parce que mon bébé il est pas vivant. Alors qu'en fait, corporellement, je ressentais les mêmes choses. Alors, certes, j'avais pas une montée de lait. On m'avait donné un cachet, mais il y a des femmes pour qui ça ne fonctionne pas le cachet, ou des femmes à qui on va même pas le proposer immédiatement. Donc moi, j'avais pas ça. Mais c'est vrai que c'est comme si on gommait tout, que le ventre était vide, mais que par contre l'enveloppe, elle n'était pas tout à fait pareille. Hmm. Et, et, et en même temps, enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là où j'ai pas été cherchée par moi-même. Par contre, ce qui m'a fait du bien, c'était le forum de l'association Petite Émilie, donc qui aide les personnes qui sont confrontées à l'interruption médicale de grossesse et au deuil périnatal dans son ensemble. Mais l'association Petite Émilie, c'est vraiment initialement par rapport à l'interruption médicale de grossesse. J'ai commencé à passer beaucoup de temps sur le forum. Parce qu'en fait, moi, en 2017, sur Instagram, j'avais quand même eu la présence d'esprit de taper le hashtag deuil périnatal. Ok. Il n'y avait rien, quasi rien, enfin vraiment Hmm. quasi rien. Euh, je me suis souvenu ensuite qu'il y avait une personne que je suivais qui avait perdu son bébé un an avant. Euh, et là, aussitôt, je me suis dit, il faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve, faut que je sache comment elle va, faut que je sois rassurée sur son état là. Est-ce qu'elle a pu avoir un autre enfant? Est-ce qu'elle va bien? Comment? Enfin, j'ai fait un épisode avec elle depuis. Mais, mais du coup, je l'ai retrouvée et en même temps, je me souviens que j'avais écrit parce que je lui avais dit, waouh, de relire tes mots là, maintenant que je l'ai vécu, mais ça me parle tellement. Et en même temps, j'avais peur de lui écrire parce que moi, c'était l'interruption médicale de grossesse, que c'était au deuxième trimestre, elle, c'était au troisième. Et toi, moi, dans ma tête, c'était que des hiérarchies. C'était, non, c'est pas équivalent. Tu vas l'embêter, tu vas la heurter. C'est pas possible. Je faisais moi-même des hiérarchies, je me disais, non, mais une fausse couche au premier trimestre, ça va. Enfin, faut arrêter les bêtises. Par rapport à moi, c'est rien. En même temps, maintenant, je me rends compte à quel point non, c'est pas le cas. Mais tu vois, j'étais tout le temps à relativiser aussi ma peine par rapport à d'autres. Et enfin, c'était juste une confusion, mais alors énorme. Par contre, le forum, là, pour la première fois, j'étais en contact avec des personnes qui avaient vécu ça. Hmm. Et ça, c'était très très chouette. Moi, ma psy, après, elle m'a beaucoup aidée aussi, mais il fallait que je retourne au CHU, dans le service de gynéco, que je croise des femmes enceintes, le calvaire des salles d'attente où toi, t'attends pour voir ta psy parce que tu viens d'accoucher et que t'es avec des femmes pour qui tout va bien, qui ont leur écho du troisième trimestre. Enfin, c'était... ouais, c'est vraiment tout un mélange de plein plein de choses qui sont très difficiles à gérer, je trouve. Et malgré tout, alors, comment je vais poser ma question? J'allais dire, Vas-y, t'en fais pas. est-ce que t'as eu l'impression à un moment donné de sentir un vrai mieux? Oui, ah oui. En fait, même assez rapidement, j'ai entreaperçu le fait que ça pourrait aller mieux. Ok. Aussi parce qu'en parlant avec des gens, Hmm. par exemple, bah, cette maman qui avait perdu son bébé à la fin de la grossesse, on a quand même un petit peu échangé. Et je me suis dit, bon, elle va mieux, ça veut dire qu'on peut aller mieux. En fait, j'avais besoin d'être en contact avec des personnes qui allaient mieux et qui étaient passées par là. Parce que Ok. quand on te dit, mais ça ira mieux un jour, oui, enfin, tu Mais l'as vous ne pas savez vécu, pas. comment tu Bah peux oui. savoir? Enfin, c'est clairement, enfin, voilà, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais moi, j'avais besoin d'être rassurée, on va dire, entre guillemets, par mes pairs. Ouais. PAI. Oui.
en me disant, voilà, on est un peu des compagnes de galère et voilà. Et je me souviens aussi d'un ami qui nous avait envoyé un message en disant, bah, vous voyez, là, on a des amis qui viennent d'avoir un petit bébé, bah, il y a un an, ils ont vécu la même chose que vous. Tu vois, des choses, en fait, où du coup, tu peux pas te projeter dans le futur immédiatement, mais par contre, tu sais qu'il y en a d'autres qui ont réussi à aller mieux au bout d'un moment. Donc, tu te raccroches à ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai réussi à un moment donné, au bout de quelques semaines, à savoir ce qui allait me faire du bien et ce qui allait me permettre, non pas d'avancer à grandes enjambées comme tout le monde aurait aimé que je le fasse, mais d'avoir des moments où ça allait mieux. Ça pouvait être 3 jours à la suite à un moment donné, puis une semaine. Bon, clairement, nous, c'était les voyages. Avec mon mari, on a un peu cassé notre PEL, à beaucoup voyager. Mais en fait, à chaque vacances, moi j'étais en congé maternité, à chaque vacances, à chaque fois qu'il y avait des vacances, on partait. Donc il y a eu ce Mm. voyage qu'on a calé en Italie, on l'a programmé avant mon accouchement. On savait que mois de février, paf, on partait en Italie. Mois d'avril, paf, au moment de ma DPA, on part en Écosse. On fait de la rando en Écosse. Juillet, on part au Japon, c'était notre voyage de noces. Enfin, tu vois, des trucs Ouais. où c'était. On savait que c'était ça qui nous permettrait d'aller mieux et de refaire des projets et de nous projeter dans quelque chose de positif. Parce que, en fait, voilà, c'est ça, c'est quand t'attends un bébé, bah, t'as la date de DPA, hein, de toute façon, d'emblée, hein, tu peux être enceinte, avoir retard de règles Ah de oui, temps de temps. Première écho de datation, DPA, enfin, c'est tu l'as, ça. cette ligne Date de mire prévue là. d'accouchement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, comment ne pas se projeter Ouais, de toute manière? Enfin, on a beau dire, bien mais sûr. protégez-vous, ça peut s'arrêter. Bah non. Enfin, de toute manière, ça y est, moi, dans mon agenda là, J'ai déjà c'est calculé, noté, j'ai mis quoi. le petit cœur. Voilà. Voilà, c'est ça. Je sais qu'a priori, il y a un truc qui va se Mm. passer. Et même quand la grossesse, elle s'interrompt au premier trimestre, il y a plein de femmes qui disent que, enfin, c'est ce moment-là, il reste en tête. Enfin, et, euh, et nous, c'était clairement ça. Et puis moi, de m'écouter pour le boulot, ça a été aussi quelque chose d'important. Il y a des personnes qui ont besoin de reprendre le boulot très Mhm. rapidement. Moi, je pouvais pas. Et je crois que ouais, j'ai réussi à me ménager des trucs en me disant, ok, donc ça, je sais que ça me fait du bien. Quand je suis dans tel état, que je suis au bout du rouleau, je peux me mettre sur mon canapé à faire du tricot et à écouter Mm. et regarder des séries pendant 5 heures à la suite. Et ça, je sais que ça fonctionne. Et ben ça fonctionne parce que je vais Ouais. m'anesthésier le cerveau après avoir bien pleuré et ça, et je vais m'évader et je vais me concentrer sur un truc. Enfin, pareil, je me suis cousue mais une garde-robe entière. J'ai fait des progrès en couture mais de malade à ce moment-là. Enfin, tu vois, c'est des choses, ça passe par énormément de choses en fait. Oui, vous avez su vous écouter et répondre à vos besoins. J'entends dans ce que tu partages, c'est hyper riche et je vais pas forcément remettre des mots sur tout ce que tu as dit parce qu'il y a énormément de clés et de conseils à adapter à chacun que tu partages. C'est très, très riche. Mais j'entends que dans ce que tu racontes, il y a un côté, je m'autorise à pleurer et à pas être bien. Et je m'autorise à y croire. Et en fait, je m'autorise les deux parce qu'en fait, juste chaque chose que je ressens fait partie de moi. Et j'entends qu'il y a enfin, j'ai l'impression qu'il y a une honnêteté envers toi-même et envers tes émotions qui est assez importante. Alors maintenant que C'est tu peut-être le plus dis, simple après coup. maintenant que tu le dis, peut-être bien. Mais en fait, ça a été très dur parce que je trouve que c'est ça aussi le souci par rapport au deuil périnatal, c'est que à la fois l'entourage peut reconnaître que c'est un deuil. Mhm. Ok, t'as perdu un bébé. Alors parfois peut ne pas reconnaître du tout non plus, hein. Enfin ça c'est vraiment Ouais. en fonction de la sensibilité du vécu de chacun. Mais disons que nous, dans notre malheur, on a été bien entourés à ce niveau-là, même s'il y a eu des gros ratés. Mais, euh, mais voilà, on nous reconnaît le droit d'être triste. Alors c'est pas non plus un cadeau hein, qu'on nous dise allez vous avez le droit d'être triste heureusement mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Ouais. En revanche, je pense que là où c'est compliqué, c'est par rapport à la temporalité. C'est Ouais. que quand je disais je m'autorise à pas être bien et tout, ça a été quand même un vrai travail parce que s'autoriser à ne pas être bien quand les autres n'ont pas très envie qu'on aille mal Mm. et préféreraient nous voir aller mieux, ça c'est un combat presque. Ça, c'est vraiment pas évident parce que Mm. du coup, on essaie de te secouer gentiment. Écoute, relativise. Euh,
voilà, ça aurait pu être à la fin de la grossesse qu'on aurait fait ce diagnostic-là, enfin, que tout se serait effondré. Et ça, j'y ai cru pendant très longtemps que ça me ferait du bien de me dire ça personnellement. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est con. Enfin, ok, ça peut rassurer sur le moment, mais on va pas non plus tout relativiser alors que je suis au bout du rouleau. Donc en fait, il y a un côté où les autres ont envie qu'on aille mieux parce qu'il y a cette crainte aussi qu'on se relève jamais. Enfin, les proches, ils ont peur aussi que les gens qui sont confrontés à ça ne se relèvent pas. Et en même temps, c'est très dur parce que nous, on sent qu'il y a des moments où ça va mieux, mais il y a des moments où ça va pas. Mhm. Et c'est ça en fait. Et moi, c'est là que ça m'a aidé avec la psychologue. C'est que là, pour le coup, si j'avais été seule, en face à face avec moi-même, non-stop, à décortiquer mes émotions, à me dire, bon, est-ce que là j'ai raison d'être comme ça? Est-ce que là c'est légitime? Est-ce que là j'ai tort? Est-ce que c'est normal en fait? Ça, la notion de normalité. Tu te dis, mais non, Ouais. mais attends, mais ça fait 3 mois et je pleure encore des journées entières certaines fois. Est-ce que c'est Hmm. normal? Oui, c'est normal, vous le ressentez comme ça. Enfin, tu vois, c'est ça, faut être bien accompagné Ouais. pour effectivement réussir à se dire, ok, si j'ai pas envie de sortir de chez moi, alors qu'il fait 25 dehors, qu'il fait super beau, qu'il a plu toute la semaine, mais que le jour où il fait beau, je ne me sens pas de sortir chez moi, tant Je ne pis, je sors ne pas. sors pas. Ouais. Mais c'est juste, c'est pas si simple de se l'autoriser, effectivement. Euh, Tout à l'heure, tu parlais que tu as accouché 14 mois plus tard. Mm. À partir de quand vous vous êtes posé la question de la grossesse d'après? Vous en avez parlé? Comment ça s'est passé? Je crois que j'étais encore enceinte, que j'ai dit à mon mari, promets-moi qu'on aura d'autres enfants en Ok. fait. Que ça va pas s'arrêter là. Parce que Hmm. là, pour le coup, c'est vrai que le deuil périnatal, je trouve que ça peut être aussi un autre deuil dans le deuil, c'est que tu sais, effectivement, là, t'as tous tes repères qui sont complètement chamboulés. Et tu dis, ok, donc en fait, une grossesse, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Est-ce que là, celui qui est en face de moi, il va pas prendre peur? Est-ce qu'on Mhm. va être sur la même longueur d'onde? Moi, j'avais besoin pour affronter les choses de savoir qu'on l'était et qu'on ne s'arrêterait pas là. Euh, Après, ça a été un peu compliqué parce que il y a tout un laps de temps pendant lequel j'ai employé des mots qui sont quand même durs à entendre, mais il y a une autopsie. Quand on Mhm. donne l'autorisation pour qu'il y ait une autopsie, il y a plein d'analyses, il faut attendre que les résultats sanguins arrivent, les résultats de la myosynthèse, tout, enfin, ils passent tout en revue, les chromosomes, tout. Et donc, en fait, on a un rendez-vous en sortant de la maternité où on sait que à telle date, on verra le gynéco du service et on va avoir un débrief. Donc le fameux Donc, rendez-vous au bout de 3 mois. bah, Ou en c'est fait, un il y a autre rendez-vous? le rendez-vous au bout de 3 mois avec le gynéco qui, effectivement, moi, c'était mon gynéco de ville, tu sais, le contrôle au moment du postpartum, 3 mois après l'accouchement, vérifier que tout s'est bien remis en place. Là, Mhm. c'était plus un entretien, en fait. Le Ok. volet vraiment, euh, le médical qui ne me concernait pas moi, mais qui concernait notre bébé, en fait. Mais qui allait concerner aussi la manière dont on allait se projeter dans une prochaine grossesse. Et à ce moment-là, nous, on a appris un truc qui a encore amené un peu de déstabilisation, c'est qu'en gros, on nous a dit qu'il suspectait une maladie génétique qui Ok. potentiellement pouvait entraîner une récidive. Hmm. Donc là, tu encaisses, tu fais OK, mais je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, c'est rendez-vous avec le généticien. OK, donc voilà. Et effectivement, la piste, c'était de se dire bon, bah voilà ce qui s'est passé. C'est évocateur d'un type de syndrome génétique. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en même temps, c'est très rare. Et en même temps, on ne connaît pas les gènes qui sont forcément concernés par ça. Donc, on ne les trouvera peut-être jamais. On a eu tout le topo, mais sur la fécondation in vitro avec diagnostic Ouais. préimplantatoire, qui est que quand tu as une maladie génétique avec un risque de récidive, tu peux avoir recours à une fécondation in vitro et ils vont trier entre guillemets les embryons en faisant des prélèvements en disant ok donc celui-là n'est pas porteur de la mutation génétique donc on peut faire un transfert, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres Bien problèmes par sûr. ailleurs, hein. Mais voilà, sauf que bah, nous on a fait plein de bilans sanguins, on nous a dit voilà ce qui va se passer, on va les envoyer aux analyses, ils vont essayer de chercher des gènes, des mutations génétiques, dans 6 mois au mieux. Dans un an, Ah probablement dans oui. 1 an et demi, on aura peut-être un retour. Ok. Et peut-être pas. Hmm. Et peut-être pas. Et là, ça fait 3 ans. Non, ça va faire 4 ans en mars. Et nous n'avons jamais eu de résultat. Ok.
Donc, en fait, ils nous ont pas dit attendez ces résultats avant d'avoir un bébé, avant de retenter une grossesse, c'est voilà ce qu'il en est. Pour ce syndrome-là, il y a peut-être, si c'est avéré que c'est cette maladie-là, parce qu'on ne savait pas, on n'en était pas sûr, il y a peut-être un risque sur 4 que la maladie se redéclare. Ok. Mais sachant que on ne sait pas dans quel degré, là c'est un degré extrêmement important, ça peut être dans un degré beaucoup moindre, donc dans ce cas-là ce n'est pas du tout la même chose. Et puis dans les 3 autres cas, soit votre enfant est porteur sain comme vous, soit il n'est pas du tout porteur. Et donc, bah, nous, on savait qu'on n'aurait potentiellement jamais de réponse. Mhm. Et puis, une fois que tu as la réponse, au bout d'1 an et demi, il faut faire un dossier pour une FIV des pays. Ça demande 2 ans. Dans des Mhm. centres qui sont aux 4 coins de la France, il n'y en a que 5. Donc, nous, on s'est pas du tout projeté là-dedans. On s'est dit, on va retenter, on va voir. Ok. Et c'est vrai qu'on a retenté plusieurs mois après. Il fallait qu'on soit prêt. On avait notre voyage au Japon. On s'est dit, je vais pas retomber enceinte avant. Et voilà, je suis tombée enceinte assez rapidement au retour. Ok. Et Et voilà, la je fais test partie de ces positif. personnes, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas de problème pour tomber enceinte, Mhm. qui ont des problèmes après, par contre, mais pas pour ça. Et ouais, test positif. Et rebelote, cette espèce d'impression de revivre les choses, mais avec un bon degré d'insouciance en moins. Cette fois-ci, directement, le suivi s'est déroulé à la maternité dans laquelle tu as accouché, ou est-ce que tu as eu rendez-vous avec le gynécologue qui te suivait au départ de ta première grossesse? Alors, en fait, le truc, c'était que si je tombais enceinte, je prenais rendez-vous rapidement avec mon gynéco de ville, Mhm. qui avait toujours fait mon suivi. Et ensuite, effectivement, il y aurait un passage de relais assez rapide avec le centre de diagnostic anténatal pour des échographies vraiment de référence très poussées dès que c'était possible. Donc, par exemple, je savais que la première échographie, enfin celle vraiment du premier trimestre, quoi, 11-12 semaines d'aménorrhée, ce serait dans ce centre-là Oui. et que d'emblée, on verrait s'il y a des signes de récidive ou pas. Voilà. Et en fait, il s'avère que euh, la secrétaire de mon gynéco m'a donné un rendez-vous très précoce. Enfin, je lui ai dit, voilà, j'ai tant de jours de retard. Bon, bah, je vous donne rendez-vous dans tant de temps. Mhm. J'arrive, mon gynéco, il me dit, mais c'est un peu tôt, en fait. Pourquoi vous avez donné un rendez-vous à ce moment-là? Je devais être à 6 semaines, même pas. Mhm. Il me dit, je sais pas si je vais voir quelque chose, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'étais un peu comme pour ma première grossesse. Écoute, Sophie, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout en sachant, là, je me suis dit, bon, je serais très dégoûtée, je le vivrais pas bien du tout. Oui. Mais voilà. Et en fait, il n'a pas vu, enfin, il n'a pas vu un seul cœur qui battait, il en a vu deux. Et Donc, là, qu'est-ce qu'on se dit? On se regarde et... et là, on se dit, on défie toutes les statistiques. C'est vraiment ce qu'on s'est dit. C'est vraiment ce qu'on s'est dit. Et j'ai eu de nouveau une échographie 3 semaines après avec un terme un petit peu plus classique pour les échos de datation. Il y avait toujours 2 embryons. Et ensuite, par contre, j'ai eu peut-être à peu près un mois avant mon échographie du premier trimestre, où là, le temps a été très très long. Vraiment, autant pendant les premières semaines, je travaillais beaucoup et j'avais eu ces 2 rendez-vous et je me sentais très cadrée et pas beaucoup d'espace pour que mon esprit parte dans tous les sens. Après, ça a coïncidé avec mes vacances fin octobre. Mon échographie du premier trimestre était début novembre et là j'ai eu 15 jours de laps de temps à trop réfléchir, à scruter tout. On est parti en vacances avec mon mari, on avait besoin de s'aérer. Là, pour le coup, ça a été très très dur. Je faisais des Mhm. cauchemars tout le temps. Enfin, je, je, je partais dans tous les sens. Et du coup, ouais, la première échographie est arrivée très rapidement. Et au bout du compte, voilà, il y avait à ce stade-là aucun signe de récidive, ce qui ne voulait pas dire qu'après, il n'y aurait pas un souci par ailleurs, parce que voilà, j'avais des échos très régulièrement pour vérifier que les organes se développaient bien, pour scruter quand même cette récidive potentielle. Mais comme j'étais enceinte en l'occurrence de jumelles euh, monozygotes, donc du coup Ok. bicoriales, Bien, ouais. donc dans 2 poches, mais Mono. monoamniotiques. Mhm. Non, biamniotique monocorial. Attends, quand il y a un seul placenta, je me souviens plus. Monocorial, du coup. Monocorial biamniotique, bah, c'était tous les 15 jours, les Ouais. échos de suivi Ouais, ouais. dans ce cas-là. Ce qui, moi, m'allait très bien. Ce qui m'allait très bien parce que ça me faisait
Ok, des prochaine étape. checkpoints, ouais. Ouais, c'est ça, Hmm. tout à fait. Et t'as mis quoi? Donc là, il y a le suivi médical qui s'est mis en place de par ton antécédent, plus le fait d'avoir une C'est grossesse ça, gémellaire c'est monobie. ça. T'as mis quoi d'autre en place pour essayer de la vivre au mieux, cette grossesse? Ou, et je fais une double question, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas mises en place, mais aujourd'hui, si tu devais donner des conseils à quelqu'un, tu donnerais tel conseil pour vivre au mieux avec ce qu'on peut, la grossesse d'après? Euh, ouais, alors moi j'ai continué aussi à voir ma psy. Ça, ça a été le fil rouge en fait. Pour le coup, c'était vraiment le fil rouge de avant l'IMG. Il s'avère en plus qu'après, elle était à mi-temps aussi sur la néonate. Et comme les filles sont très grandes Ouais, prématurées, c'était elle aussi. Donc en fait, voilà, elle a tout suivi de A à Z. Et ça, en fait, je trouve que d'avoir quelqu'un qui suit tout, qui est au courant de tout, quand le courant passe bien, c'est super important parce que c'était vraiment la personne repère extérieure à ce que je vivais, tout à fait objective et très informée de ce qui se passait en fait à l'hôpital. Donc ça, c'était très important. Euh, je faisais du yoga aussi, que j'avais commencé au moment où j'étais en congé maternité pour ma première grossesse. Ça me faisait du bien aussi, en fait, de me dire je prends un peu soin de mon corps. J'essaie d'être un peu bienveillante avec ce corps-là qui, qui d'une certaine manière a failli en fait. Enfin, il y a eu un échec quelque part. C'est pas lui tout seul qui a décidé que la grossesse allait s'arrêter à ce moment-là, mais n'empêche que c'est la perception qu'on a aussi de ce qu'on a vécu. bien sûr. Euh, Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Et c'est vrai que non, j'ai pas tellement voilà, de me dire mince, j'aurais dû faire ça en plus. Pour moi, ça me convenait, mais c'est vrai que par contre, je pense que je n'avais pas idée de l'étendue des possibles, enfin, de ce qu'on pouvait vraiment mettre en place en plus. C'est-à-dire, par exemple, des choses comme l'hypnose, je sais qu'il y en a, parfois, ça leur fait du bien, ou d'autres choses, ou écrire dans un carnet au jour le jour, ou mettre plein d'impressions, les coucher sur papier, ou d'une autre manière. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai pas mis en place, mais ouais, ouais, ça peut faire énormément de bien. Et je suis en train de réfléchir, bah, j'ai repris mon suivi avec la sage-femme pour l'autonomie. Parce que là, Ouais. pour le coup, le plateau technique avec des jumeaux, c'est pas possible. Oui, non. Pas du tout. Mais du coup, ouais, et elle était au courant en fait de ce qu'on Hmm. avait vécu. Et ça aussi, c'était bien en fait pour faire le lien entre les deux. Elle m'avait dit, si vous voulez, vous pouvez le faire avec ma collègue, si jamais vous n'avez pas envie de revenir avec moi. Parce que tu vois, tu... Et je lui ai dit, non, non, moi je veux que ce soit avec vous, en fait. Hmm. Comme le gynéco que j'avais au CHU, il m'avait dit, en fait, le jour où vous serez de nouveau enceinte, si vous voulez pas que ce soit avec moi, ce sera Sentez-vous pas avec libre. moi, c'est Hmm. pas grave, en fait. Ce sera avec quelqu'un d'autre du service. Mais non, pour moi, c'était vraiment important qu'il y ait quand même une continuité parce que, et ça, je pense que ce serait mon conseil, c'est vraiment de se créer un peu une armée de personnes qui, euh, qui sont là, qui sont bienveillantes, qui sont pros, que ce soit d'un point de vue médical ou pour d'autres choses, des thérapeutes ou que ce soit un psychologue, psychiatre, enfin, voilà, peu importe, en fait, c'est pour réussir à vivre du mieux possible cette grossesse qui est quand même très spéciale. Et c'est pour ça que je me rends compte qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire parce qu'on peut avoir perdu un bébé à 2 mois de grossesse et vivre l'enfer pour la grossesse d'après. Enfin, Hmm. vraiment, c'est de s'entourer de ce qu'il y a de mieux et de ce qui est le mieux pour nous, en fait. Parce que je trouve que dans des épreuves comme ça, on apprend un peu à se connaître malgré tout. Mais, Oh. euh, mais de Oui. se dire, ce gynéco, je peux pas le blairer, c'est pas possible, je veux pas subir des trucs comme ça, je ne vais plus le voir, j'en change. Il ben, faut en changer, en fait. Hmm. Même si on se dit, ouais, mais médicalement, il est bien. Non, parce que si c'est une torture à chaque fois d'y aller, c'est pas la peine. Moi, j'ai changé de médecin généraliste, très clairement. Hors de question de retourner chez la mienne, parce que là, pour le coup, euh, tu me demandais si j'étais à retourner voir ma sage-femme. Moi, je suis allée Ouais. voir ma généraliste, parce que j'avais mal dans le dos suite à ma péri qui n'avait pas fonctionné, ma péridurale. Et en plus, j'avais un vaccin à refaire faire, donc j'ai voulu lui en parler. Je me suis pris mais, un mur de gêne et de maladresse que je suis ressortie de là. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis moins bien
qu'en y entrant. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment faire du tri et se dire, pour vivre les choses au mieux, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui me fait du bien dans les moments où je sens que je vais avoir une grosse crise, à pas être bien, à être en panique, à être assailli de pensées négatives, d'anxiété, voilà, de se dire, bon, ok, ça va pas, mais je vais faire ça ensuite, ça va me faire un peu respirer parce que je sais que ça m'apporte un peu de calme, un peu de sérénité, ou voilà. Bon, je vais appeler mon gynéco, il va peut-être me proposer de me voir la semaine prochaine pour une écho ou qu'on fasse une écho intermédiaire, j'ai besoin de ça pour être rassurée. C'est important en fait. Hmm. Je te propose avant de revenir sur certaines questions vraiment concernant le deuil périnatal, bah, que tu nous racontes rapidement cette deuxième grossesse. Je vais pas te poser plus de questions après sur l'accouchement Ouais, prématuré et la néonate parce que c'est un sujet à part c'est un entière. autre sujet. Voilà, mais comme ça, tu nous racontes ça et redis-moi. Donc là, on était en quelle année alors quand tes Et filles sont ben nées? en fait, mon premier accouchement c'était décembre 2018. Je suis Ouais, retombée enceinte fin. Non, mon premier accouchement décembre 2017. Je suis retombée enceinte fin août 2018. ok, J'ai accouché le 13 février 2019, donc elle vient d'accord. d'avoir 3 ans. Ouais, Donc en fait, ouais, j'ai eu ce suivi très régulier, tous les 15 jours. Ça, c'était vraiment juste parfait. Et puis en fait, au bout d'un moment, on a su que le risque de récidive était complètement écarté ouais, et que par ailleurs, tout allait bien. Parce que c'est vrai que dans les échographies comme ça, très poussées, on voit d'emblée des choses qu'on ne verrait pas dans les cabinets de gynéco en ville. Donc nous, il n'y avait aucune surprise de ce côté-là. Tout était à la bonne place, tout était dans les normes, voilà. Et c'est vrai que bon, de toute manière, la grossesse gémellaire en soi, c'est une grossesse à risque. Et, euh, et j'étais très très suivie et tout se passait très bien jusqu'au moment où j'accouche, quoi. Donc après le vécu de la grossesse en lui-même, j'ai quand même eu l'impression d'en profiter parce que je pense que mon expérience de ma première grossesse m'a fait penser que voilà, j'aimais bien être enceinte et qu'il fallait que j'en profite parce que c'est pas après ok. qu'on en profite. Donc j'ai quand même j'oscillais entre ne te projette pas trop, mais projette-toi. Et en même temps, bah, de toute manière, je pense que le lien avec mes bébés était créé à partir du moment où malgré tout j'étais enceinte. Et alors là, quand j'ai vu deux cœurs qui battaient sur un écran enfin, voilà, c'était juste bon bah c'est terminé, hein. De toute façon, c'est comme ça, je suis enceinte, je peux pas faire autrement. Ouais, Et je vais m'y attacher de toute manière. mais Donc, c'est ne ça. cherche même pas à te protéger parce que de toute manière, tu t'es protégé la première fois, mais tout peut arriver à n'importe quel moment. Hmm. J'ai essayé de le prendre encore avec distance par rapport à mon anxiété, voilà, et j'étais quand même bien accompagnée pour. Et, euh, et voilà, bon, on va dire qu'en quelques heures, tout a basculé de nouveau. J'ai accouché C'est et j'ai des contractions que tu as eues de manière ouais, prématurée? C'est ça qui s'est mis en route? Ouais. ouais, voilà, j'en avais jamais eu jusqu'à présent, donc c'était un peu un miracle en fait déjà pour une grossesse gémellaire d'arriver à 5 mois et demi de grossesse sans aucune contraction, mais voilà, mon col a cédé en l'espace de quelques heures D'accord. et je suis arrivée complètement en panique. Là, c'est encore une autre histoire, hein. On va pas entrer dans les détails de mon accouchement, parce que je n'ai pas très très bien vécu mon accouchement, D'accord. mais malgré tout, il y a eu des choses très belles, presque des signes en fait, qui se sont fait écho entre mes deux expériences, et du coup, j'ai essayé de me raccrocher à ça pour me dire ça va bien se passer. Mais Tu ouais. dis que ce deuxième, vraiment, je te pose la question, mais encore une fois, tu vois si tu réponds ou pas. Tu dis que ce deuxième accouchement, c'est pas forcément très bien passé dans le sens cet accouchement pour ce qu'il était ou pour ce qu'il a réveillé de ton premier accouchement. Ou les deux. Alors, bah, déjà de ce qu'il était objectivement, parce que même si ça s'est bien passé les premières heures à mon arrivée aux urgences, euh, je j'ai pas compris ce qui se passait. En fait, là encore une fois, euh, on veut pas trop effrayer les femmes en leur disant ce qui peut se passer, notamment en cas de grossesse gémellaire. On dit oui, risque de prématurité, mais tu sais pas ce que ça implique. Et quand Hmm. tu vas pas creuser par toi-même, tu vas pas chercher. Donc moi, je suis arrivée en me disant, ok, donc ça c'est foutu, ma grossesse est foutue, mes filles seront pas là, je vais revivre un deuil périnatal. Ça, je Hmm. me suis aussitôt dit ça. Pour moi, c'était Ok. fini. Alors qu'on avait franchi la limite de ce qu'ils appellent le seuil de viabilité et qu'elles allaient être prises en charge en réa. Ça, Là, t'étais jusqu'à à ce qu'on quel me le terme? dise, j'étais à 26 semaines. Ouais.
Hmm. Mais je savais que, enfin, je ne savais pas que tout n'était pas perdu d'avance, en fait. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ensuite, bah, il y a aussi le fait que mon travail était très avancé. En fait, ça s'est accéléré en 1 heure, quoi, même pas. Et forcément, dans ces cas-là, il faut branle-bas de combat, sage-femme, gynéco, pédiatre, puéricultrice, les deux couveuses, les lits de réa, que moi je suis donc je dépends d'un CHU, donc Bien au niveau sûr. 3, donc c'était dans le même bâtiment. Donc il a fallu attendre que l'anesthésiste soit aussi sur le pont. Donc en gros, pendant, je vais dire 2 heures, on m'a dit ne poussez pas, ne poussez surtout pas. Hmm. Donc je me suis retenue de ne pas pousser en fait. J'ai eu une pause de péridurale, en plus en appréhendant, en me disant ça n'a pas marché la première fois, est-ce que ça marchera la deuxième? Heureusement ça a fonctionné, mais je n'ai pas pu être assise parce que je risquais d'accoucher aussitôt. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était vraiment le scénario catastrophe dans ma tête. Et après ça s'est un peu calmé. Après j'ai vu que ça allait peut-être bien se passer. Les sages-femmes, encore une fois, qui sont en fait les premiers relais qu'on a, m'ont rassuré. Elles m'ont pas promis la lune, hein, vraiment, elles m'ont pas donné de faux espoirs, mais elles m'ont expliqué comment les choses allaient se passer. Et, et en fait, j'ai accouché par voie basse, et c'est vrai que c'est extrêmement. Enfin, il y a un haut potentiel traumatique parce que j'ai accouché de petits bébés qui avaient le même gabarit que mon premier. Bah oui. Et ça, effectivement, ça, c'était très compliqué. J'avoue que quand ma première fille, Suzanne, est sortie de mon ventre, j'ai pas compris qui c'était. J'ai pas compris. Jusqu'à ce qu'elle pousse un espèce de miaulement. Parce qu'en fait, elles ont réagi au moment où elles sont nées, mes filles, Anouk et Suzanne. Et là, je me suis dit, ok, elles sont vivantes. Hmm. C'est pas le film qui se poursuit, elles sont vivantes. Après, il y a eu des hauts, des bas, voilà. Mais c'est vrai que ça. Je pense qu'il se joue beaucoup de choses. Et toi, ce que je décris, ça pourrait être aussi une personne qui a perdu un bébé au troisième trimestre de grossesse, au moment de son accouchement, de son bébé vivant en fin de grossesse. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui se répercutent très profondément dans ces moments-là. Surtout que moi, par exemple, j'étais dans la même salle d'accouchement, pour le coup. Enfin, le hasard, Ok. quoi. C'est comme Ouais. ça. Mais tu dis non, enfin, c'est juste, t'as pas envie que ce soit une espèce de détail funeste. Tu veux pas y voir ça. Mais c'est vrai qu'il y a des espèces de superpositions qui se créent aussi dans le vécu de la grossesse. Il suffit que tu aies les mêmes échos au même moment de l'année, enfin, où tu sors de ton cabinet de gynéco et c'est l'automne comme 1 an avant. Enfin, tu vois, des choses où Bien effectivement, sûr. faut être bien accompagné dans ces moments-là parce que tu n'arrives pas toujours à avoir la distance par rapport à ce que tu vis, de te dire, non, là, ce que je vis là, ce n'est pas la même chose qu'il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. C'est pas la même grossesse en fait. Il peut y avoir des liens, mais c'est pas la même chose. C'est deux histoires qui se complètent, qui se relient, mais qui ne sont pas superposées l'une à l'autre. Ouais. Les filles vont bien? Ça va. Ça va? On a eu des gros accidents de parcours D'accord. et du coup, il y en a une des deux qui a eu des très très grosses complications Hmm. à 2 mois de vie. Donc voilà, là, quand je disais tout à l'heure que ce que j'avais entendu de la part du gynéco, c'était le pire de ce que j'avais entendu dans mes 30 premières années, enfin cette espèce de truc, il y a Hmm. un problème, je l'ai entendu de nouveau à ce moment-là. En fait, là, je me suis vraiment remise à me dire, là, c'est encore pas un cran au-dessus, mais un cran différent, et je vais... Voilà, mais non, globalement, ça va. Elles sont très fortes. Bon, elles sont encore jeunes, elles vont fêter Elle vient elles d'avoir vont, 3 ans. elles viennent, ouais. Ouais. Ah bah oui. Euh, Elles sont encore petites, mais tu leur as parlé du coup de leur grande J'ai sœur. essayé. Ouais. Est-ce J'ai que tu lui essayé. avais donné un prénom? Tu avais dit que vous Ouais, aviez un prénom depuis le ouais, début en tête. Est-ce que tu as envie de nous le partager? T'es pas obligé comme tu veux. ouais, c'est Augustine. Ok. Et du coup, tu leur as parlé d'Augustine? Elles sont jeunes Ouais, en encore, mais... fait, elles sont jeunes, mais ça n'a pas été simple, hein. Enfin, tu vois, c'est un truc où effectivement, en plus, elles sont nées dans un contexte extrêmement anxiogène. Mhm. Donc, tu, ça a été vraiment un tourbillon, hein. C'est vraiment. Par contre, je me suis dit, ouais, il y a quand même. Il faut que je le prenne comme ça. C'est pas ça se reproduit, c'est
il y a une étoile, il y a quelque chose, il y a une présence qui veille sur elle. J'ai eu besoin de me dire ça à un moment donné Mhm. pour surmonter tout ça et pour me donner un peu de force parce que j'avais bien conscience, il nous l'a bien fait comprendre aussi, que des bébés de ce poids-là, de cette constitution-là, à ce terme-là, ils ont besoin de leurs parents en fait, plus que tout. Et, euh, et il n'était pas question pour moi de défaillir à ce moment-là. Donc je me raccrochais à ça, à cette espèce de petite lueur de me dire, voilà, c'est aussi leur histoire et malgré tout, bah, il y a du lien en fait entre ces deux grossesses. Que je le veuille ou pas, il y a quand même un truc qui s'est Bien passé, sûr. même s'il n'y a pas de cause à effet direct du tout par rapport au terme de l'accouchement. Voilà, enfin, ça restait une grossesse gémellaire et des contractions pour les grossesses gémellaires, enfin, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que à chaque date anniversaire, on va au cimetière, on va mettre des plantes au carré du souvenir et elles sont toujours venues avec nous. D'accord. Elles sont venues, bah oui, 3 fois du coup en tout. Hmm. Et c'est voilà, t'amènes pas ça de manière ultra en mode oui alors bon je vais vous raconter une petite histoire, voilà ce qui s'est passé, tu peux pas avoir une Bien sorte de sûr. détachement par rapport à ça, tu peux pas t'empêcher de dire bon alors je vais tourner ça comment parce qu'elles sont petites, donc au début tu dis bon en fait elles comprennent rien donc on va leur dire et puis en fait mais en fait les bébés Bien sûr. Perçoivent. ils se rendent compte des émotions, en fait il y a quand même un truc qui se joue. Là, cette année, c'était un peu plus en âge de comprendre. Je suis pas sûre qu'elles aient très très percuté, Ouais. mais de toute manière, on peut pas leur cacher parce que notre premier bébé est sur notre livret de famille. Mhm. La page premier enfant, je veux dire, c'est pas à 10 ans qu'un jour elles tomberont sur notre livret de famille et qu'elles diront, mais en fait, moi je suis la deuxième et ma soeur c'est la troisième. Ouais. On nous l'a pas dit, enfin c'est juste. Donc il s'agit pas de. Et puis de toute manière, quand elles seront en âge de comprendre, ah oui, maman, j'ai un podcast. Bah oui, il faudra bien leur expliquer pourquoi j'en suis venue à ça. Donc en C'est fait, voilà, juste. il y a des petits trucs qui ont été dits et puis c'est vrai que je me verrais pas alors là pour le coup faire un tabou de tout ça. Je me dis mais en fait non, enfin, ça n'aurait pas de sens, surtout avec le podcast. Mais c'est vrai que c'est pas facile à amener, c'est vraiment pas simple. Et je pense que par exemple l'an prochain ce sera encore moins simple parce qu'elles auront bientôt 4 ans, enfin Ouais. à ce moment-là, et qu'elles comprendront encore mieux et que forcément il y aura des questions et je sais pas si je les formulerai bien, si et puis elles raconteront ça à leurs copains, enfin à l'école, je sais pas en fait, mais voilà je me dis bon il y a aussi des livres qui sont très bien faits pour les enfants Mhm. et, et voilà et c'est vrai que je pense que ce qui était assez confortable pour moi aussi c'était de me dire elles sont deux et c'est pas une qui va vivre ça toute seule et qui se dira voilà je viens remplacer un bébé, ce qui n'est pas le cas en fait, un enfant ne vient jamais Mhm. remplacer un autre, mais il peut y avoir un peu ce truc-là, ce raccourci chez les enfants et voilà elles sont quand même en position numérique, elles sont nées toutes les deux et elles sont toujours là, elles étaient très fortes, elles ont survécu et, et voilà elles viennent remplacer personne et elles ont leur place et peut-être que ce sera plus facile pour elles de le comprendre à Mhm. deux. Voilà, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est pas évidente. D'ailleurs, j'avais fait 2 épisodes du podcast là-dessus. J'ai pas encore réussi à appliquer tous les bons conseils de la psychologue que j'avais interviewée, Ah mais bah ça. ça viendra. Tu sais ce que je dis? Les conseils, c'est juste une boussole. C'est pour tendre vers. Tu sais que ça Ouais, c'est ça. existe. Tu prends globalement cette direction. Tu t'y approches. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont vécu un deuil il y a plusieurs années, qui n'ont pas osé en parler à leurs enfants, ou qui n'ont pas réussi à poser des mots là-dessus, je me souviens qu'elle avait dit quelque chose qui était très juste Mhm. et que je m'applique à moi-même, c'est que c'est jamais trop tard en fait. On peut en parler à un autre moment. Il faut pas se dire j'ai loupé le coche, maintenant c'est foutu, mon enfant a 7 ans, je vais jamais lui raconter qu'il y a eu un bébé avant lui en Mhm. fait. Ou alors que j'ai perdu un bébé alors qu'il avait 18 mois et qu'il a rien compris de ce qui se passait. Non, en fait, c'est possible d'en parler au contraire. Enfin, c'est, il faut pas se faire violence non plus. Et peut-être qu'on n'est pas prêt à un moment et que 5 ans après on le sera. Mais voilà, il n'est jamais trop tard en fait. Ouais. Merci de le formuler parce qu'effectivement, c'est tout à fait juste ce que tu dis avec la meilleure volonté du monde. Bah, finalement, on reste des adultes qui vivons des choses d'adultes et ça
on peut juste avoir besoin d'un temps pour intégrer les choses avant d'en parler à qui que ce soit, y compris à ses enfants. Et c'est OK, au même titre que on le ferait avec n'importe quel autre être humain, de dire, bah voilà, il y a 3 ans, j'ai vécu ça, je me sentais pas d'en parler, parce que j'ai mes émotions et voilà. Mais aujourd'hui, moi, je me sens d'en parler. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en discute? Et c'est hyper important ce que tu partages. Merci beaucoup. Tant qu'on Bah est oui, dans du les coup, ça me conseils, revenait. ouais. Tant qu'on est Oui, dans mais les du coup, ça me revenait, conseils, ouais. je vais sortir ma petite checklist pour rien oublier. Donc, on a déjà parlé des conseils pour la grossesse d'après. Euh, Quel conseil, là, on va parler des proches. Quel conseil tu donnerais aux personnes donc, qui ne n'ont pas vécu dans leur corps, mais qui, une sœur, une cousine, une super bonne amie, un couple d'amis, a vécu cet épisode. Donc vraiment, je dis cet épisode dans le sens les grossesses arrêtées. Je renvoie large. On a bien compris qu'on n'a pas arrêté de. C'est ton témoignage est là pour toutes les personnes qui à un moment donné ont perdu, peu importe le stade de la grossesse ou de l'âge de l'enfant. Quel conseil tu donnerais ou quel point de vigilance, si c'est presque des interdictions, tu donnerais aux proches? Alors, je vais être dans la bienveillance complète et je vais être très positive, donc je vais plutôt donner. Je vais pas Ça faire marche. les don'ts, je vais faire les doux. Ok. Ok, tu Euh, peux faire des dons parce enfin après, vas-y, oui, non, non, mais en fait, je te laisse parler. le point de vigilance, enfin, ce serait quand même, je veux pas accabler qui que ce soit, mais les phrases toutes faites, qui vous donnent l'impression de réconforter la personne et qui peut-être la réconfortera sur le moment, mais après, la personne se rendra compte que c'était quand même pas super cool parce que ça fait insidieusement du mal malgré tout. C'est toutes les phrases comme tu es jeune, tu auras d'autres enfants. Hmm. Ça, en fait, et c'est d'autant plus à cause de ce genre de phrases que je me rends compte qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire dans les vécus Hmm. qu'on a, quelle que soit la réalité médicale. C'est que tu perdes un bébé à 1 mois de grossesse, à 5 mois, à 6 mois, à 9 mois, à la naissance, il y a toujours quelqu'un qui te dira mais tu es jeune, tu pourras de nouveau avoir des enfants. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on dit à la personne qui était en parcours PMA depuis Ouais. 10 ans, qui avait 42 ans, qui ne peut plus tomber enceinte, enfin, qui est là arrivée à la limite de sa. Enfin, au bout du bout, on peut pas lui dire ça de toute manière. Donc il faut se dire, ce n'est pas un argument recevable en Mhm. fait. Enfin, l'âge, ce n'est pas recevable, ce n'est Ouais, pas un motif de réconfort. À la rigueur, on peut se dire soi-même. Ah, moi, c'est clair que je me suis dit à un moment donné, je préfère que ça m'arrive à 30 qu'à 43. Hein. bien sûr. Ça, c'est évident. Mais juste, voilà, faut Les faire phrases attention, toutes faites. quoi. Ouais. Voilà, et pareil en fait, enfin, quel que soit l'âge, l'idée c'est pas de refaire un autre enfant comme on se rachèterait une paire de chaussures, quoi. On n'est pas en train de parler d'un bien matériel ou de Qu'on quoi que aurait ce soit. perdu Enfin, et qu'il faudrait racheter. Ouais. voilà, ça c'est et je sais qu'il y a des gens qui le font en toute bienveillance. Hein. Ça c'est on dit pas ça pour faire du La mal parce plupart qu'après du il y a des temps, bien phrases qui sûr. font du mal, mais quand on le dit en fait en général c'est qu'on veut réconforter la personne. Mais non, c'est pas ultra réconfortant parce que ce qu'on pleure c'est quand même la grossesse qui vient de s'arrêter, le bébé qu'on a eu dans nos bras. C'est pas quand même. Je suis pas en train de parler de mon sac à main que j'ai abîmé dans la rue en me frottant contre un magasin et voilà, ça a arraché une bandoulière et c'est fini. Non, non, on parle quand même d'un projet de vie, quoi. Enfin, c'est parfois la grossesse, elle s'arrête très précocement, mais on était quand même dans un projet à partir du moment Hmm. où on voulait un enfant, qu'on était dans un projet de tomber enceinte, d'être enceinte. Voilà, c'est quand même un espoir déçu qui est vraiment très très dur et qui en plus a cette dimension corporelle qui fait que c'est compliqué. Donc toutes ces phrases-là, il vaut mieux arrêter. En fait, je pense que la chose la plus basique, mais que les gens n'osent pas faire, Ouais. c'est juste comment tu te sens. Est-ce que tu Hmm. as envie d'en parler? Hmm. C'est juste, mais ultra simple et en fait, c'est vrai qu'on a toujours peur de se frotter un peu aux émotions Bien sûr. négatives des autres. Alors, quand je dis émotions négatives, c'est qui vont être perçues comme négatives ou qui vont être dures à. C'est toujours beaucoup plus simple d'avoir une conversation avec une copine qui pète le feu et qui est tout le temps joyeuse qu'avec sa copine qui vient de perdre un bébé et qui va se mettre à pleurer pendant 3 heures tout en parlant d'un parcours pas facile. Ça, c'est évident. Mais juste dire, voilà, je suis là si tu as besoin d'en parler. Ou peut-être que, voilà, je suis là, mais je suis peut-être pas sûre d'être la meilleure personne Ouais. à qui tu peux en parler. Par contre, dis-moi tout ce que je peux faire d'autre et je suis là pour t'aider. Parce qu'il ne faut pas oublier en fait que les gens
il peut y avoir un laps de temps, quelle que soit la réalité médicale de ce qu'on a vécu, où il y a un moment de convalescence, de fatigue, de deuil, de tristesse. On n'a juste même pas envie de se faire à bouffer. Enfin, je le dis de manière extrêmement triviale parce que ça va avec l'état Bien sûr. d'esprit. On n'en a rien à faire. On veut plus sortir de chez soi. Et, et, et je pense même à des personnes, effectivement, encore une fois, les personnes en tout début de grossesse, une grossesse extra-utérine, enfin, tu te retrouves quand même hospitalisé, tu as une opération, tu as un bloc, tu dois encaisser pas mal de choses en plus, plus potentiellement un danger pour toi-même. Ouais, Tu rentres à la maison, tu as juste envie qu'on prenne soin de toi, quoi. exactement. Donc ça, je Ouais. pense que c'est une présence, offrir une présence, quelle qu'elle soit, en étant, voilà, en arrivant doucement, en n'arrivant pas avec les gros sabots, et surtout ne pas projeter ce qu'on aime, enfin, se dire moi à la place je ferais ça, ou moi à sa Mm. place au bout d'un mois ça irait mieux. Faut surtout pas projeter parce que on sait pas ce que la personne elle vit en fait, surtout si on lui demande pas. Donc voilà, ce serait un peu. Et puis si on n'arrive pas à le faire en face à face, bah merde quoi. Maintenant il y a les textos, il y a les Oui. mails. Enfin c'est, je pense qu'il faut quand même. Il y a des gens qui sont. Je ferai ces personnes, mais il y a des gens qui font pas beaucoup preuve de, enfin, qui font Mm. pas preuve de beaucoup de courage, parce que juste envoyer un simple texto, je suis là, je pense à toi, Ouais. Un petit ça cœur. fait la différence, hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y en a qui préfèrent rester silence radio pendant 3 mois. Moi, il y a des gens, je n'en ai pas entendu parler, en fait. Mm. Et là, d'un coup, ça va mieux, hop, les gens font surface. Mais non, parce que Mais non. là, c'est dans ces moments-là que tu fais du tri dans Mm. tes amis ou dans ta famille et que tu te rends compte de qui est là dans les mauvais moments. Et c'est juste, voilà, une aide et des choses simples. Faut pas chercher midi à 14h, c'est vraiment. Et même si on a envie de faire un petit cadeau, juste parce que on se dit, voilà, enfin, c'est. J'ai pensé à Si on a toi. envie. Ouais. Ouais, voilà, j'ai pensé à toi, je t'ai acheté une fleur. J'ai vu euh, un petit bracelet avec le prénom de ton bébé dans un magasin. Mm. Est-ce que tu as envie que je te l'offre parce que je veux pas être maladroite, mais peut-être que ça pourrait te faire plaisir. Enfin, tu vois, des choses comme ça, pas hésiter à demander. Voilà, c'est ça, à demander. Ouais. Merci beaucoup pour ces conseils. Ce que j'entends, c'est ce côté, bah, il y a vraiment pas un truc miracle, genre, faites ça à tout prix. Ce que j'entends dans le conseil Non. que tu donnes, c'est, en fait, on est tous différents, effectivement, plus ou moins à l'aise à se frotter à des émotions désagréables. Et clairement, déjà, le sujet de la mort, c'est déjà tabou, mais alors quand on parle dans la périnatalité, voilà. Et c'est vrai qu'on ne sait pas non plus ce que notre ami est en train de vivre et sûrement à une autre échelle. Et je me dis, quelqu'un qui est en train, par exemple, de vivre un projet pro hyper difficile, qui se dit non mais moi j'ai même pas la tête à m'occuper, à me montrer disponible pour ma pote, alors que c'est une histoire de travail. Mais en fait là, enfin moi dans ma vie aujourd'hui c'est le truc important. Bah finalement juste ce que tu dis c'est des choses simples. Écoute, en ce moment, effectivement, je peux pas être la personne la plus disponible et je m'en excuse, mais je suis là et vraiment, je pense à toi. Et en fait, ce côté d'honnêteté, encore une fois, juste, on se dit les choses telles qu'elles sont. Et effectivement, je peux pas être là en termes de temps, mais est-ce que je peux faire autre chose avec les capacités et peut-être aussi les choses avec lesquelles je me sens à l'aise. Et, euh, et c'est vrai que c'est dur hein, de se confronter aux émotions des autres Mm. et parfois de prendre un peu de recul en se disant là quand même les nœuds au cerveau qu'on est en train de se faire pour montrer notre présence, bon, on va redescendre Bah, un c'est petit surtout peu, il que y je a pense pire qu'il y quand en même. a, il y en a aussi qui, ne sachant pas quoi faire, quoi dire, sont capables de dire les pires horreurs Mais oui, involontairement. C'est vraiment, enfin, donc en je vais pas fait te faire un poser des questions florilège quoi. de. Ouais, enfin, c'est ça. Et puis, juste comment tu te sens, Hmm. enfin, oser le demander parce que c'est Ouais. vrai que ah, ça va? Bah oui, ça va. Enfin, tu sais pas quoi Hmm. répondre. Enfin, Question il y en ouverte. a, c'est ça. Mais tu vois, pour te donner un exemple, on a un ami qui, pour le coup, alors lui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a été courageux? C'est le lendemain de mon accouchement. En fait, j'ai déjà des amis, dont mon amie sage-femme, dont je n'arrête pas de parler, qui sont venus me voir le soir même. Mais le lendemain de mon accouchement, quand je suis rentrée à la maison, on a un copain qui nous a envoyé un texto en nous disant, voilà, est-ce que vous voulez que je vienne pour le goûter, pour que vous soyez pas seul? Est-ce Ouais. que vous voulez que je vous apporte quelque chose? Si vous n'avez pas envie que je vienne, il n'y a pas de souci, mais voilà. Euh, je pense qu'il se disait qu'on allait vouloir rester tout seul, mais on s'est dit, ouais, peut-être que ça nous ferait du bien. Mhm. Et du coup, il est venu, il nous avait apporté je sais plus, un gâteau, enfin un truc comme ça, et,
Et ça nous a fait du bien, en fait, dans cette journée où, pour le coup, en fait, c'est ça, c'est que c'est un gros tourbillon à un moment donné, et puis paf, ça s'arrête, tu rentres, et il y a du vide, comme je disais tout à l'heure. Et lui, il l'a comblé, ce vide. Et là, pour le coup, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est vrai que je pense, il a dû se dire, bon, j'y vais pas. J'envoie un texto, est-ce que ça va être trop intrusif ou pas? Et il y a été. Et en fait, bah, la réponse était oui, viens, s'il te plaît, en fait. Ouais. Et il est venu. Et ça, c'est, je trouve, c'est rare, les amis comme ça, qui sont capables de se confronter à la peine directe de personnes qu'ils aiment, en fait. Hmm. Et mon autre conseil, c'est aussi les femmes enceintes, les femmes qui vont accoucher, qui veulent Hmm. annoncer leur grossesse à leur copine qui vient de J'allais perdre te un bébé. poser la question. Ouais, je te remercie d'avoir des Ça, sujets. c'est super dur. C'est Ouais. super dur et euh, ça va être super dur pour vous aussi qui écoutez et qui vous dites comment je peux annoncer cette grossesse. Ouais. Surtout, juste ne faites pas comme si votre meilleure pote, votre cousine, votre sœur qui a perdu son bébé, ne faites pas comme si ça ne s'était pas passé. Hmm. Euh, Tenez-en compte parce que là, vous allez vous dire, je vais annoncer ma grossesse, ça va être qu'un moment de joie pour tout le monde. Ouais, bah elle sera contente pour vous, celle qui vient de perdre son bébé. Mais à côté de ça, mais vous n'imaginez même pas toutes les connexions qui vont se faire dans sa tête, euh, à se dire, à se revoir au moment où on annonçait aussi sa propre grossesse, à se dire mais moi je n'annoncerai plus jamais une grossesse avec une telle insouciance. J'ai perdu mon bébé, elle aura son bébé à tel moment. Enfin, il y a tout un truc qui se passe, mais qui est juste, mais horrible. Moi pour l'avoir vécu, je le dis, c'est atroce. Quelqu'un qui nous annonce une grossesse sans aucun ménagement, en l'occurrence, souvent des personnes qui nous ont pas beaucoup demandé de Hmm. nouvelles ou qui ont été absentes et qu'on ne comprenait même pas pourquoi, et que là, paf, on nous envoie une photo d'échographie Ah ou un ouais. message, c'est pour dans 9 mois, ou même, enfin voilà, ça y est, première écho, tout s'est bien passé. Mais juste, enfin, mettez-vous. En fait, on ne peut pas demander à une femme enceinte de se mettre à la place d'une autre femme enceinte qui a perdu son bébé. Mhm. Mais dites-vous, est-ce que quand même c'est sympa? Juste, est-ce que c'est sympa? Non, ce n'est pas sympa. Hmm. Bien sûr qu'il Comme n'y les aura pas. annonces en public. Mais ouais, en fait, Ouais. il faut y penser. Hmm. Enfin, il faut. Vous pouvez pas faire ça à une personne qui a perdu son bébé. Parce que vous aurez toujours des personnes autour de vous qui vont vous soutenir en mode ouais, t'es enceinte, trop bien, parce que oui, une personne enceinte, c'est trop bien, c'est trop Mhm. cool, on est content. Mais par contre, la personne qui va se sentir ultra mal en soirée parce que elle a accouché 2 semaines avant et que en gros, ça devait être sa soirée pour décompresser, qu'il y a quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots en mode youhou, je suis enceinte. Non mais elle, il y a personne pour la soutenir. Enfin, si, il y a peut-être quelqu'un qui va être avec elle, bon, tu vas aller pleurer, on va Ouais. dans la cuisine, pleure, mais c'est juste que t'es renvoyé à ta propre solitude. Et c'est pareil, en fait, les annonces de naissance, moi, pendant super longtemps, c'était trop dur de recevoir un texto, paf, avec une photo de bébé, tout va bien, l'accouchement, bon, par contre, un peu compliqué, mais on se repose maintenant. Là, je vais être vulgaire, mais putain, moi, mon accouchement, j'en ai pas parlé à grand monde, hein. Je Ouais. leur ai pas infligé ça. J'ai eu la délicatesse de mettre quand même un filtre là-dessus. Et surtout à mes copines enceintes, je suis pas allée leur parler de mon IMG, de mon accouchement sans péridurale. Je sais même pas si elles se sont dit que j'avais accouché, hein, c'est pour dire. Ouais. Par contre, on m'a envoyé une photo avec ce genre de détails. Oui, je suis contente que votre bébé aille bien et heureusement. Mais elles Hmm. s'imaginent pas les litres de larmes que j'ai pleuré en fait parce que voir une photo d'un bébé dans un berceau, putain, mais moi, le mien, il aurait dû être vivant. Il n'est pas là. Ouais. Ouais. Et moi, les photos que j'ai, enfin, j'en ai très peu. Je ne pouvais même pas les voir à ce moment-là. Et juste, je n'ai pas besoin de savoir comment s'est passé l'accouchement. En fait, c'est ça. C'est très compliqué. Donc, juste, voilà un message. Pas le message groupé ou sur un groupe WhatsApp. C'est, voilà, j'ai accouché. Nous allons bien, on pense fort à vous, parce qu'on sait que c'est pas Hmm. facile. Enfin, tu vois, des choses comme ça, on ne demande pas à en faire des caisses, juste un petit peu de... Voilà, les événements sont très violents et on vit les choses extrêmement intensément quand on a vécu ça. Donc mettre un petit peu une distance, un filtre qui permet de ne pas avoir l'impression de tout réactiver, de toutes les choses avec lesquelles on essaie de survivre, de ne pas tout réactiver d'un coup, c'est quand même énorme, quoi. Hmm. Donc, Concernant les professionnels de santé.
Alors, J'ai essayé d'être concise parce que je suis ultra bavarde. Je suis quel désolée. conseil, t'inquiète, quel conseil tu donnerais? Et peut-être, comme tout à l'heure, tu as dit, bah, j'ai envie d'être positive. Ouais, ouais, enfin voilà, des conseils positifs dans le sens, quand vous faites ça, effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, quand vous faites ça, ça marque. Enfin, c'est peut-être finalement beaucoup de les mêmes conseils que on a donnés pour les proches, hein, les phrases toutes faites. Ah bah oui, parce qu'en fait, les Ouais, phrases toutes faites, moi, je n'ai pas été confrontée à des professionnels de santé dans le cadre de mon IMG qui ont eu des phrases toutes faites, heureusement. Par contre, c'est là qu'on voit qu'il y a un énorme gap potentiel entre les grossesses qui s'arrêtent au premier trimestre et les suivantes. ouais, C'est que, pour le coup, d'un côté, à partir du deuxième trimestre, en gros, et au troisième, on est sur des niveaux d'encadrement et d'accompagnement qui sont bien pensés, qui sont de plus en plus réfléchis avec des gens de mieux en mieux formés, et sur quelque chose qui statistiquement est encore enfin, assez rare, et heureusement. c'est Et important de de le l'autre, préciser. voilà, je le précise quand même. Et de l'autre, par contre, des grossesses qui s'arrêtent au premier trimestre, il y en a beaucoup. Mhm. Ça concerne beaucoup de femmes. Et là, l'accompagnement n'est pas du tout pensé de la même manière. Et c'est vrai qu'on va tendre vers une sorte de minimisation et de phrases qui étouffent la douleur potentielle d'une personne sous prétexte que c'est au premier trimestre et ça aurait pu être plus grave ou que sais-je. Enfin, voilà. Et c'est vrai que les phrases comme bah oui, mais avant les 3 premiers mois, on se projette pas. Mm. Non mais non, enfin, c'est juste. C'est quoi la recette pour pas se projeter? Enfin, je sais qu'il y en a qui sont capables de dire ça, hein. Et en fait, ce qui est très dur, c'est de se dire quand tu perds un, quand ta grossesse s'arrête au premier trimestre et que tu vas aux urgences, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Potentiellement, tu peux Ouais, tomber sur quelqu'un qui va être très humain, très bienveillant, très empathique, voilà, qui va dire les choses de manière très calme et très douce, ou potentiellement quelqu'un qui a pas beaucoup d'empathie par rapport à ça ou qui met une grosse distance pour pas trop s'investir ou une personne qui a vécu une journée mais de merde avec enfin on sait ce que c'est l'hôpital enfin vraiment je c'est très compliqué par contre je pars du principe qu'à partir du moment où on perd du temps à dire des bêtises on peut ne pas les dire et c'est juste juste. dire deux trois mots plus sympas à la Mhm. place Comme? et c'est vrai que bah je suis désolée pour vous Ouais. comment vous vous sentez enfin par exemple moi, je me disais, et il n'y a pas que moi qui me le dis, mais proposer aussitôt un, un- un arrêt de travail en disant, voilà, peut-être que vous allez vouloir travailler, mais peu importe. Voilà, je vous mets un arrêt de travail parce Mm. que la personne qui vient de se taper 5 heures aux urgences et qui est en plus obligée d'aller chez son médecin généraliste pour quémander un arrêt de travail, c'est super dur. Ou de dire, voilà, il y a telle association. Prenez Mhm. contact avec eux en fait. Peut-être que vous n'en ressentirez pas le besoin, mais si vous ressentez le besoin, dans quelques jours, faites-le. Ou tel psychologue. Voilà, c'est parce que en fait, ce qui est super dur, c'est que c'est, on part du principe que c'est pas grave, mais en fait, on n'en sait rien, la personne qu'elle vit. On n'en sait rien. Donc juste un mot sympa, un mot bienveillant, dire je suis là. Ouais. Enfin, j'ai compris que ça pouvait être dur pour vous. Surtout en période de Covid, on a tous le masque, donc essayer d'avoir un regard sympa, quoi. Enfin, quelque chose. Voilà, je pense. De toute façon, on n'a pas le temps pour en faire des caisses aux urgences. Enfin, je pense, notamment pour les personnes qui vont aux urgences. Mais voilà, juste un mot dénué de toute minimisation ou de Ouais. toute violence, quelque chose qu'on pourrait dire à n'importe qui vit une épreuve pas drôle, en Ouais. fait. Juste ça. Mm. Ce que vous ressentez, c'est normal. Ouais. Euh, Est-ce que justement, et on les mettra en description, est-ce que tu aurais des recos, enfin, je vais les décrire en description, mais c'est bien peut-être de les verbaliser, des recommandations peut-être en termes de podcast, comme le tien déjà, podcast, livres, films, des recommandations pour... donc, on aura compris, rien ne vaut un suivi personnalisé. Je pense que tu as parlé 1000 fois de ta psy et merci. Vraiment, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent là et qui se disent ah ouais, mais je sens que j'ai encore besoin d'en parler mais vous méritez que quelqu'un passe du temps juste avec vous pour vous écouter et trouver les mots. Donc là, les conseils que je vais, enfin les conseils, les recommandations que va nous donner Sophie, euh, c'est des choses qui peuvent faire du bien.
mais ça ne remplacera jamais une discussion adaptée et personnalisée pour vous. Donc, est-ce que t'as des recommandations à nous Bah, partager? en fait, tu m'avais demandé aussi, je crois, les associations à un moment donné. Oui, Enfin, tout à fait. ouais, alors, en fait, il y a deux types d'associations et je commencerai juste, moi, c'est mon cas personnel parce que ça m'a fait beaucoup de bien à une Ouais. époque où il n'y avait pas vraiment l'usage qu'on a d'Instagram, mais c'était l'association donc Petite Émilie qui est un Mhm. forum qui est vraiment très, 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 très bien. Euh, c'est, c'est vraiment là pour le coup, on peut rencontrer plein de monde, des personnes qui sont bienveillantes et c'est modéré en plus, donc voilà, c'est safe. Avec le Covid, il y a aussi beaucoup de visio, de groupes de parole en visio qui sont mis en place et l'association Agapa Mhm. met en place beaucoup de groupes de parole en visio avec, avec par exemple des entrées en fonction de la problématique médicale qu'on a vécue. Donc ça peut être groupe de parole IMG, groupe de parole fausse couche au premier trimestre, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et c'est important aussi de le signaler parce que moi je sais que les groupes de parole, il n'y en avait pas dans la ville où Ouais. j'étais. Je me souviens qu'on m'avait déjà parlé d'Agapa à cette époque-là, mais moi, Agapa, il n'y avait rien là où je vivais. Euh, c'est un mal pour un bien. Le Covid a Mm. permis que se développe ce genre de choses qui n'existaient pas trop avant, qui n'étaient pas trop développées. Après, en termes de podcast, hormis les miens, non, en fait, le podcast Bliss, par exemple, de Clémentine Gallet, il y a plein d'épisodes Mhm. qui sont pas forcément centrés que là-dessus, mais il y Ouais. a une place qui est faite à ce type de vécu, à ce type de, à cette facette de la maternité qui est une Oui. facette de la maternité en Ouais. fait, Ouais. et qui est traitée comme une facette de la maternité parmi tant d'autres. Mhm. Et ça, c'est ultra réconfortant, parce que c'est vrai qu'on arrive dans un territoire dont on ne sait rien, on ne sait plus qui on est. Pour peu que ce soit le premier enfant qu'on a perdu, en fait, on ne sait même pas si on est mère ou pas. Enfin, c'est Ouais. très compliqué à gérer. Donc, il y a plusieurs épisodes de Bliss, euh, du podcast Le Tourbillon, de la matrescence aussi, il y en a quelques-uns. Et puis dans les livres, parmi ceux qui ont été publiés récemment, il y a vraiment la super BD de Mathilde, mais presque Mhm. rien, où elle parle de ses expériences des grossesses arrêtées au premier trimestre. Elle en a eu plusieurs. Ouais. Et en fait, je le conseille, mais les yeux fermés, parce que bon, je l'ai lu, donc j'avais les yeux Mhm. bien ouverts. Mais Mathilde, elle a cette capacité à parler d'elle et dans cette BD et à mettre en avant beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements qui sont des questionnements, Ouais, je je suis pense, d'accord. de beaucoup de personnes, quelle que soit la problématique médicale. Je me suis reconnue, mais à fond. On n'a pas vécu la même chose. Et des moments, j'ai l'impression que c'était mes mots. Donc, vraiment, ça, c'est un très beau Elle est très livre. très juste, Mathilde. C'est un vrai plaisir, ouais, de voir son travail. Ouais. Il y a aussi le livre de Sandra Lorenzo qui vient de sortir, Une fausse couche comme les autres, qui a été aussi Mhm. illustré par Mathilde, euh, euh, pour, euh, pour le deuil périnatal plus en général, pas que sur les grossesses arrêtées au premier trimestre. Il y a aussi le livre de Sophie Nanteuil, Parents Mhm. d'orphelins, qui traite de la fausse couche, de l'IMG, euh, de la mort d'un bébé en fin de grossesse ou juste après la naissance, où il y a des entrées thématiques et des témoignages de tous les cas de figure. Voilà, donc on se reconnaît forcément si on a. Moi, je conseille ce livre parce que les forums peuvent avoir ce côté violent que on est tenté de tout lire et de tout ingérer et ça fait beaucoup d'infos et parfois c'est extrêmement anxiogène et les gens se livrent beaucoup. Là en fait il y a quelqu'un qui a fait tout un travail d'édition en fait, qui a un peu un filtre entre la personne qui Mhm. témoigne et la personne qui lit et c'est vrai qu'en fonction des thématiques on sait ce qu'on peut lire, euh, ce qu'on peut y trouver. Enfin, c'est un livre qui est extrêmement bien fait, je trouve. Et puis un livre d'une autrice qui s'appelle Hélène Gérin, ça s'appelle Dans ces moments-là. Et c'est un livre qui est fait aussi bien pour les proches que pour les personnes qui vivent un deuil périnatal. Et il y a tout un chapitre, enfin toute une partie, il y a deux parties. La première, c'est voilà, en tant que proche, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Donc il ne s'agit pas de conseils vraiment ultra carrés, le mode d'emploi, mais enfin, c'est plus voilà, des pistes. Ça peut faire du bien de faire ci, ça peut faire du bien de faire ça. C'est vraiment un livre ressource, je trouve. Merci beaucoup. Euh, notre live
franchement, j'aurais pu encore te poser plein de questions, mais on va toucher à la fin. Avant de te laisser le mot de la fin, car je vais te le laisser à toi, je voulais remercier toutes les personnes qui ont suivi. Et là, je parle pas du nombre, clairement, qui a été constant tout du long. Donc déjà, merci pour votre présence. Mais j'ai lu les commentaires. Je sais pas si toi, tu as jeté un œil en parlant, sûrement pas. J'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai été, alors, entre t'écouter et lire les commentaires, j'ai été émue euh, par des témoignages, mais surtout, il y a eu des histoires de quand tu as parlé d'armée. Euh, il y avait des personnes qui faisaient partie de l'armée, des notions de sororité, beaucoup de. J'ai eu l'impression d'être. Enfin, ouais, plusieurs ont parlé d'être des sœurs et j'avais vraiment l'impression que tout le monde se connaissait en mode on est là et on te soutient, Sophie, et bravo pour ce que tu dis. Et dès que quelqu'un partageait un truc difficile, il y avait 10 commentaires en dessous, tout mon soutien, on est là, machin, et vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc, Faut que je les regarde, c'est comme. écoute, bah, ils seront plus disponibles sur le replay, mais merci beaucoup. Ça fait vraiment du bien et c'est beau à voir et ça montre aussi la force tout ce que tu as évoqué en fait, du fait d'échanger et de partager, de peut-être faire t'as parlé des moments de rencontre en live là, en visio. Parce que je me dis, là, vu ce qui a été échangé juste en commentaire, alors que là, quand même, la plupart des gens juste t'écoutaient, hein, quand même, tout le monde s'est pas tapé une deuxième discussion, t'inquiète pas. Je me dis que Mais c'est non, mais en fait, une c'est vraie souvent ça qui se richesse. passe, en fait. Mais oui, Ouais. et c'est génial. Et vraiment, de toute façon, je mettrai les recommandations en description. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les mettre. Et j'ai presque envie que les commentaires de ce live soient un peu cet espace, comme là, les commentaires. euh, donc les commentaires du replay soient comme ces commentaires de ce live et peut-être avec des exemples de telle phrase ça m'a fait du bien, telle personne m'a dit ci c'est important de dénoncer ce qui ne fonctionne pas, mais après parfois on n'a pas les clés en tant que professionnel, en tant que proche, et plutôt d'avoir des conseils et moi de voir certaines formulations de phrases entre vous, je me dis de dire les choses comme ça c'est beau aussi, donc ça montre l'exemple, on apprend beaucoup par l'exemple, donc merci beaucoup. Pour terminer, Sophie, déjà merci. Est-ce que tu aurais, je vais pas te dire un ultime conseil. Là, je te laisse la parole. Si tu as envie de, je sais pas, faire un résumé, un ultime conseil pour les personnes qui ont encore là le cœur tout lourd en t'écoutant parler et en pensant au deuil périnatal, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, j'ai envie de leur dire, mais je pense que ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu viens d'évoquer, c'est que, euh, en fait, vous n'êtes pas seul. Enfin, c'est, c'est bête dit comme ça parce qu'on se sent très seul quand on le vit. Et en général, on connaît personne à qui c'est arrivé puisqu'on en parle très peu. On a affaire à un tabou quand même qui est très important. Et je trouve que le deuil périnatal, c'est un peu ça. Et ça a ça de beau aussi, je trouve, avec le recul, avec les mois qui passent, les années qui passent, c'est de se rendre compte que on n'est pas seul. Et par exemple, Instagram, ça me permet de le dire, c'est qu'il y a des formidables comptes sur Insta. Je pense notamment à Nos Étoiles de Julie, mais Ouais, c'est pas le seul, il y a aussi mais presque rien de Mathilde. C'est que ce sont vraiment des espaces ultra safe, comme on pourrait dire, où il y a une bienveillance qui est énorme. Il n'y a pas euh, un mot plus haut que l'autre, enfin, il y a une sorte de respect des gens et il y a un échange. Et moi, ça m'a vraiment frappée. Je pense que ce live de ce soir, c'est encore la preuve, c'est que les réseaux sociaux, moi, en 2017, quand j'ai vécu ça, c'était l'horreur parce que je voyais des femmes enceintes partout. Hashtag deuxième trimestre, hashtag plus que 2 mois, enfin, hashtag 38 semaines d'aménorrhée, enfin, tu vois, des trucs, voilà. Ça ne me parlait pas et il n'y avait rien du tout sur le deuil périnatal. Et là, je me dis, mais en fait, c'est un peu. On peut critiquer les réseaux sociaux, mais ça de beau, c'est que ça connecte ces femmes, c'est bien souvent des sûr. femmes, mais aussi des hommes, qui, qui ne se connaîtraient pas par ailleurs, qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer par ailleurs, qui pourraient même pas se croiser dans la rue, et pourtant elles échangent, et elles s'apportent mutuellement, et elles ont atteint un degré d'intimité, de compréhension, mais qui est juste, mais ultra magnifique et touchant. Tu ne connais pas cette personne 1 heure avant, tu échanges avec elle, tu te rends compte que vous pensez les mêmes choses, que vous ressentez les mêmes choses, et
Et là, ça crée une proximité. Enfin, tu vois, tu parlais de sororité. Je trouve que c'est un terme qui est ultra employé en ce moment et que moi j'aime beaucoup, mais qui est vraiment employé à tort et Mhm. à travers. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, ok, donc la société veut pas trop en parler. Faut pas faire de vagues avec le deuil périnatal. Les fausses couches, je sais qu'il y a eu des débats à l'Assemblée nationale pour améliorer la prise en charge des fausses couches. Ça a été mis de côté. Euh, L'accompagnement de l'IMG, enfin, faut pas trop en parler, faut pas faire de vagues. Ouais. Les podcasts comme Bliss, c'est une exception. La plupart des autres choses, c'est avec des trigger warnings, mais énormes, faut pas en parler. Bah, écoutez, ils veulent pas en parler, bah nous, on est entre nous, on en parle et on se comprend. Et ça, c'est juste d'une certaine manière magique. Enfin, moi, je me suis vraiment fait des amis, quoi. Enfin, Mm. c'est dingue à dire, hein, mais du coup, voilà, je trouve que c'est une belle facette d'Instagram, pour le coup. Merci Sophie. Merci beaucoup Bah, de rien, merci à toi. pour ton témoignage. Encore une fois, merci et bravo, tout simplement, de prendre la parole. Tu es aussi une belle preuve. Je pense que ça doit faire du bien de voir quelqu'un qui est passé par là en parler comme toi aujourd'hui, même si, voilà, aujourd'hui, clairement, tu baignes dedans avec ton travail. Merci beaucoup aussi pour ton compte et pour ton podcast, qui sont des Ouais, merci ressources à toi, Charline. Ouais. importantes. Et moi, je suis ravie si j'ai pu ce soir mettre en lumière cette facette de la maternité. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. C'est... Je suis extrêmement touchée. Merci. Merci à tout le monde. C'est ainsi que je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être resté jusque là. Bonne soirée, Sophie, et puis à très vite. À toi aussi. Ciao. Salut, merci beaucoup.